Alors, bonsoir à tous et à toutes. Est-ce que tout le monde est bien assis? Voilà. Il y a plein de chaises, hein, donc il n'y a pas de souci. Et puis comme ça, on va pouvoir démarrer. Alors, comme d'habitude, je vous rappelle que la réunion est filmée. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien parler dans le micro lorsque vous aurez des questions à poser. Et puis, première information importante, notre fête de quartier, nous avons trouvé une date. Donc, ce sera pour le samedi 24 mai, au square Pablo Casals. Donc nous fêterons le printemps. Donc pour rappel, les deux sujets à l'ordre du jour, donc la propreté de l'espace public, et le deuxième sujet, le suivi des chantiers de la rue de l'ingénieur Robert Keller. Donc on va tout de suite démarrer avec le premier sujet. Et donc je vais énumérer les intervenants et puis je leur passerai le micro. Donc nous aurons comme intervenant M. Jean-Yves Pinet, donc adjoint au maire chargé de l'amélioration de l'espace public, de la sécurité civile, de la sécurité routière et de la prévention de la crue de Seine. Monsieur Jean-Nicolas Fleureau, donc chef de la division de la propreté du 15e, direction de la propreté et de l'eau. Monsieur Simon Rétigé-Klein, donc chargé de mission PIC Environnement. Et donc tout de suite, messieurs, Monsieur Fleureau d'abord. Ça marche. Je vais mettre là, comme ça je peux voir parfait, ouais. En même temps ce qui est diffusé. Alors, pour élaborer cette présentation, j'ai échangé avec Monsieur Semel pour bien comprendre quelles étaient les attentes de cette présentation et j'espère y répondre le plus possible. Rassurez-vous, je vais être le plus synthétique possible et pour laisser place à vos éventuelles questions. Alors, d'abord, quelques éléments sur notre organisation. La propreté du 15e, c'est 285 éboueurs. Vous voyez, c'est pas énorme au regard de la taille et la population du 15e arrondissement, sachant que, outre le balayage, pour information, hein, je le glisse au passage, vos rues sont balayées entre 2 fois et 7 fois par semaine en fonction du degré de renouvellement de la salissure. C'est sûr qu'une petite impasse et la rue de Vaugirard ou la rue de Convention, c'est pas le même renouvellement et donc c'est pas la même intensité et donc c'est pas la même fréquence de balayage. Lavage aussi, là c'est 2 à 4 fois par mois selon les mêmes critères que je viens d'énumérer pour le balayage. Autre mission, la collecte des objets encombrants, et ça c'est une préoccupation très forte de la mairie du 15e parce que c'est un sujet très important dans le 15e arrondissement. Je vous donnerai quelques chiffres qui sont assez éloquents sur le sujet. Autre mission, le déblaiement des marchés. Il y a beaucoup de marchés dans l'arrondissement. À part le lundi, tous les jours de la semaine, on est occupé pour cette mission qui est très lourde et très chronophage. Par ailleurs, on a aussi la déchetterie du quai d'ici et la mini-déchetterie de l'espace Pasteur, qui sont l'une et l'autre très fréquentées, et aussi d'autres missions moins connues, qui sont l'entretien des pieds d'armes, le désherbage, le retrait des affiches et des graffitis, plus d'autres missions plus saisonnières, comme la pose des panneaux électoraux et le déneigement. Voilà. Donc ça, c'est quelques éléments généraux. Notre organisation, alors vous avez sur le plan du 15e qui est projeté, 7 points bleus, ce sont les ateliers territoriaux. Donc ils s'occupent d'une zone géographique
Vous voyez en marron, en haut à gauche, hein, la zone nord-est, vous avez 2 points bleus. Donc vous avez des ateliers dans notre codification qui s'appelle le 15.5 et le 15.6 qui s'occupent de cette zone. Vous avez 2 ateliers dits engins, c'est-à-dire c'est dans ces ateliers que nous avons nos véhicules, que ce soit des véhicules utilitaires ou nos petits engins qui vont sur les trottoirs, hein, laveuses et aspiratrices. Et nous avons 2 ateliers d'après-midi qui sont en rouge, qui s'occupent plus particulièrement du déblaiement des marchés, plus des tâches complémentaires de propreté. Voilà. Alors, nos ateliers, vous voyez, comme vous le notez, il y en a qui commencent à 5h30 et d'autres qui terminent à 20h12. Vous voyez qu'on a une amplitude d'intervention tout au long de la journée. Ah, pardon. Et par ailleurs, autre particularité, on travaille tous les jours de l'année, sauf le 1er mai. Voilà. Pour votre quartier en particulier, puisque c'est surtout ça qui vous intéresse très légitimement. Donc, parce qu'il va refroidir et il va se remettre en route. Ouais, je pense. Non, débranche pas. Désolé. En fait, ça nous dispense des écrans, c'est bien. C'est une entrée remarquable. Bon. Ce que je voulais vous dire, c'est que dans votre quartier, vous avez un atelier qui est tout près d'ici d'ailleurs, hein, puisqu'il est sur la place Charles Michel, devant la banque. C'est un caveau, comme on dit. Hein, on ne le remarque pas forcément si on ne le connaît pas. Cet atelier, donc, il commence à 6h du matin. Hein, souvent, Monsieur Pinet me relaie des plaintes de riverains qui se plaignent du bruit très matinal. Mais si on commence aussitôt, c'est parce que c'est une heure où il y a le moins de monde sur l'espace public. Et c'est donc dans ces heures-là, très matinales, où on peut travailler le plus efficacement, notamment quand on lave. Voilà. Donc cet atelier, il commence à 6h et finit à 13h42. Hein, je suis très précis, mais c'est les horaires. Et ça, les agents, ils ne vont pas aller au-delà, c'est sûr. Donc cet atelier, il est chargé du balayage, du lavage et de la collecte des objets encombrants sur la zone. Vous avez un interlocuteur. Hein, je suppose que ce diaporama est ensuite diffusé assez largement. C'est un chef de secteur, donc lui il est responsable de 2 ateliers dans cette partie-là nord-ouest. Hein. C'est monsieur Julien Coutan. Je vous ai mis son adresse mail et son numéro de téléphone. Il répond à toutes vos questions, à vos interrogations, à vos plaintes, hein, qui sont souvent légitimes, malheureusement, je l'admets. Et donc, il peut faire des ajustements, il peut faire des interventions dans les meilleurs délais pour répondre à vos éventuelles questions. Comme je vous l'ai dit, l'une des problématiques les plus fortes dans l'arrondissement et dans votre quartier, c'est toutes les problématiques d'objets encombrants et de dépôts sauvages, qui sont malheureusement très courants. Il y a deux sujets. Les rendez-vous. Donc ça, je pense que le service de la ville est assez largement connu, mais je remis les modalités d'accès. Hein. C'est pour tout Parisien, c'est un service gratuit, accessible par téléphone ou sur Internet, à la demi-journée. Vous choisissez votre demi-journée, où vous déposez vos objets au pied de votre immeuble et on vient les collecter. Deuxième problématique, vous voyez un dépôt sur la voie publique où il n'y a pas de numéro. Donc là, vous avez le service qui s'appelle Dans ma rue, l'application qui s'appelle Dans ma rue, et ça arrive chez nous et on va le chercher, si possible, dans les meilleurs délais. Mais sachez que, voilà,
par semaine, dans le 15e, c'est près de 3000 points qu'on collecte. Rendez-vous plus dépôt sauvage. Vous voyez le volume que ça constitue. Heureusement, hein, je vous ai mis un petit camembert, la plupart des gens sont civiques, c'est-à-dire qu'ils ont pris rendez-vous. Mais la problématique qu'on a, c'est qu'il y a beaucoup de rendez-vous, c'est pour un sommier, un placard. Mais nous, quand on arrive, ce n'est pas un sommier ou un placard seulement qu'on trouve. C'est un très, très gros dépôt. Peut-être que vous l'aurez noté, depuis le mois de novembre, nous sommes submergés. Par cette problématique parce qu'il y a eu un changement. Il y a eu plusieurs évolutions, mais l'un des changements les plus notables sur lequel je voulais vous informer, c'est un changement des règles d'accès de la déchetterie. La déchetterie de quai d'Issy, comme toutes les déchetteries parisiennes, normalement sont réservées qu'aux particuliers. De facto, pour toute personne qui est allée à la déchetterie, il a constaté qu'il y a beaucoup de véhicules utilitaires et donc de personnes qui, soi-disant, sont des particuliers, mais ne le sont pas. Donc la ville a choisi les grands moyens pour éviter ces fraudes en refusant dorénavant le dépôt de gravats. Ça a eu un effet notable sur l'espace public dans le 15e arrondissement, dans la mesure où ces professionnels, puisqu'on ne prenait plus leurs gravats, quand ils ont des travaux dans des chantiers du 15e arrondissement, laissent tout au pied des immeubles. Et là, forcément, nous, on n'est pas équipés pour faire face à cette situation. Surtout, comme je vous l'ai noté, on a 10 véhicules consacrés à cette mission. Il y a une partie qui était en réparation, et donc on s'est retrouvé avec un stock très important de signalements qui a été fait par les citoyens du 15e arrondissement, alors que d'habitude on était sur un délai d'environ 2 jours entre le signalement et son traitement. Là on est passé à 5 à 6 jours. Voilà. Donc effectivement, vous avez pu vous plaindre d'une dégradation du service public de propreté du 15e arrondissement. Aujourd'hui, on a retrouvé la totalité de notre parc de véhicules, donc on va être plus réactif. Et puis on a eu des moyens supplémentaires pour résorber notre stock. Donc j'espère que dans les prochaines semaines, on va retrouver un niveau de réactivité aussi bon, parce que je trouve que 2 jours c'était un bon niveau, que dans le passé. Voilà. Autre sujet sur lequel M. Semel m'a demandé d'intervenir, c'est la problématique des déchets alimentaires, puisque vous savez, depuis le 1er janvier de l'année dernière, toutes les collectivités ont l'obligation de proposer un mode de collecte sur cette problématique. Donc, dans le 15e, comme dans tout Paris, on propose différents types de solutions. Vous avez ce qu'on appelle les propositions de compostage collectif. Donc ça, c'est soit en pied d'immeuble ou dans des établissements publics. Je vous ai donné un lien pour savoir éventuellement si dans le quartier il y a ce type de solution qui est proposée. Mais généralement, c'est assez fermé, c'est-à-dire qu'il faut être membre d'une association, d'une copropriété ou autre. Sinon, il y a une petite coquille dans ma présentation. Il y a la distribution de composteurs individuels qui ont lieu le 7 et le 8 avril, pas le 78 avril. Donc à la mairie du 15e. Je vous ai donné le lien pour vous inscrire. Je pense qu'il ne faut pas tarder parce qu'il y a beaucoup de demandes. Souvent, la mairie du 15e est un peu débordée par les demandes. Sachez, pour information, qu'il y a eu 1200 distribués à ce jour. D'ailleurs, je suis venu avec quelques sacs biodégradables pour ceux qui en ont besoin.
pour la solution de l'apport volontaire. C'est-à-dire, l'apport volontaire, c'est deux solutions. Les bornes, il y a des bornes qui sont aux deux extrémités, généralement à l'entrée et à la sortie, des marchés alimentaires, de l'ensemble des marchés alimentaires du 15e, et une nouvelle solution qui existe depuis août 2024. Vous avez la photo, là, vous avez ce qu'on appelle un trilib, et complètement à droite, vous avez un module consacré au DA, nous, dans notre vocable, on dit DA, déchets alimentaires, excusez-moi pour cet acronyme. Donc vous avez une borne pour les déchets alimentaires, vous venez avec votre petit sac de déchets alimentaires et vous pouvez le déposer. Voilà. Alors pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'endroits pour le faire dans le 15e arrondissement et dans le quartier. Il y a un Trélib qui est rue des Quatre Frères Peignot, qui fonctionne très bien, parce que je vous ai donné, j'étais totalement transparent, je vous ai donné les chiffres depuis août 2024. C'est celui qui est de courte tête le plus probant dans l'arrondissement. Je tiens à préciser, pour vous rassurer, que ce type de dispositif est mobile. C'est-à-dire que rue des Quatre Frères Peignot, il y a eu des plaintes et on l'a changé d'endroit. C'est assez simple, c'est du mobilier urbain, donc c'est pas quelque chose de pérenne. Parfois, il peut y avoir des travaux aussi. Donc, c'est des dispositifs qui sont relativement souples. Et puis, par ailleurs, si vous constatez que le dispositif est sale, ou qu'il y a, je ne sais pas, plein de déchets autour, parce qu'il est plein ou autre, il y a toujours la possibilité, via cette application Dans ma rue, de faire remonter un éventuel dysfonctionnement. Donc j'ai regardé avant ce conseil de quartier, il n'y a eu qu'un seul signalement sur ce trilib rue des Quatre Frères Peignot, et c'était vraiment un signalement très spécifique. C'était pour signaler que la petite plaque en braille était défectueuse, donc on l'a changée. Voilà. Voilà, je vous ai mis la carte un peu des zones blanches en matière de dispositifs de mobilier pour les déchets alimentaires dans le 15e. Vous voyez, donc effectivement, l'objectif de la ville de Paris, c'est que tout le monde ait un dispositif d'abord volontaire à 3 minutes à pied. Donc vous voyez, il y a des marges de progression. La mairie du 15e a fait le choix que les conseils de quartier soient systématiquement consulter préalablement à la pose de ce type de dispositif. Donc effectivement, c'est plus lourd et puis c'est plus compliqué, mais on va y arriver avec patience. Voilà, Monsieur Semel m'a fait remarquer à juste titre qu'en matière de trilib, il y en avait deux à proximité du quartier qui pourraient être posés. Un 26 rue des Frémicourt et un autre 82 rue de Blourmel. Donc on peut espérer que dans les prochains mois, ils puissent être posés. Et puis par ailleurs, les bornes, je vous ai mis à quoi ça ressemblait, qui sont donc des dispositifs quand même moins volumineux et plus esthétiques pour certains. Il y en aura une près de l'école de la rue Lacordaire et deux autres au niveau des crèches Ameriot et crèches de l'ingénieur Keller. Bon, je n'ai pas encore de date de pause pour ces nouveaux dispositifs. Voilà, j'ai essayé d'être le plus synthétique possible et j'espère avoir répondu à l'essentiel des questions qui étaient posées avant ce conseil. Voilà. Est-ce que je passe la parole à Pic Environnement ? Oui. Voilà, très bien. Tout à fait. On enchaîne sur cette présentation parce que Pic Environnement donc, est une association qui intervient dans le quartier. Et la demande des conseillers de quartier, c'était d'avoir aussi cette partie-là. On prendra évidemment toutes les questions juste après. Bonsoir à tous. Donc, je suis Simon Réti-Gerclin, chargé de mission Paris pour l'association Pic Environnement.
Et nous travaillons aujourd'hui sur le projet Territoire zéro déchet dans le 15e arrondissement, qui n'est pas une spécificité du 15e, c'est quelque chose de global au niveau de la ville de Paris. Il y a en moyenne un territoire zéro déchet par arrondissement. Dans le 15e, c'est spécifiquement la rue des 4 Frères Peignot, dont on a déjà un peu parlé avec le Trilib. Donc pour résumer très rapidement, notre présentation, ça va être un retour sur ce qui a déjà été fait. Là, ça fait un peu plus d'1 an qu'on est présent sur la rue. Et qu'est-ce qu'on prévoit de faire pour la suite, notamment au niveau du public, des différents publics qu'on a définis, les publics des habitants en particulier. Alors pour revenir rapidement sur l'année 1, les objectifs généraux que la mairie d'arrondissement nous a donnés, en plus des objectifs de la mairie centrale de Paris, c'était dans la rue des 4 Frères Peignot, améliorer la qualité du tri des déchets multimatériaux. Donc ça, c'est les bacs jaunes, c'est la poubelle à emballage. Et réduire les dépôts sauvages d'encombrants, dont Monsieur Fleurot a déjà parlé, qui sont notamment très présents dans la rue des 4 Frères Peignot. Et à côté de ces deux objectifs, nous on s'est également ajouté de sensibiliser au niveau les déchets alimentaires. Donc le tri présent dans la rue est une très bonne occasion de parler de ce sujet. Alors, au niveau de l'année 1, on a effectué entre autres un audit de tous les locaux poubelles des résidences de la rue. Donc toutes les résidences nous ont donné accès à leurs locaux. Et ce qui en est ressorti, c'est que les consignes de tri des déchets n'étaient pas affichées dans ces locaux. Soit les affiches étaient absentes ou très dégradées par le temps, la météo, ou alors elles n'étaient pas à jour. Cependant, les bacs présents dans chaque local étaient en nombre suffisant pour permettre le bon tri et éviter que les bacs ne débordent. Et quelque chose qu'on a également observé, c'est que le tri en lui-même est bien réalisé. On n'a pas constaté d'erreurs flagrantes, à quelques exceptions près. Le principal problème, c'est que ces déchets restent en sac. Donc ils sont dans un sac fermé alors qu'ils devraient être en vrac. Et ça, Monsieur Fleurot pourra le confirmer, mais pour les agents de collecte, c'est une erreur de tri qui peut justifier le refus d'un bac. Donc c'est un message sur lequel on a souhaité se concentrer sur la suite de nos actions après cet audit. En parallèle, à la suite de tout ça, on a, avec la DPE du 15e, on a mis en place quelques actions pour venir régler le problème des consignes de tri, de l'affichage de ces consignes de tri. Donc tous les gardiens des immeubles ont été équipés avec des affiches en nombre suffisant et les consignes à jour. Et on a également organisé plusieurs stands en pied d'immeuble dans toutes les résidences de la rue pour rencontrer les habitants, faire passer nos messages et également récolter des contacts de personnes qui vivent dans cette rue et qui pourraient ensuite devenir personnes ressources et agir à nos côtés. Donc ça c'était les actions à destination des habitants en particulier. On a quand même fait des actions aussi pour le grand public. Donc on a participé à la fête de quartier de l'année dernière qui était sur l'île aux Cygnes, en dessous de la Statue de la Liberté. On a également organisé une fête inter-TZD, donc TZD, Territoire Zéro Déchet. C'était une initiative de l'association PicPic avec toutes les associations animatrices des Territoires Zéro Déchet dans la ville, de faire une date commune où chaque animatrice sur son territoire organiserait un genre de village de la sensibilisation, village du zéro déchet. Nous, pour notre part, on a eu la participation du SICTOM, qui est un acteur aussi de la gestion des déchets très présent sur Paris, et du coup de la DPE, de la division territoriale du 15e, et qui s'est déroulé le 5 octobre, samedi 5. En parallèle de ça, on a également eu des actions auprès des éco-délégués du collège Apollinaire. Donc j'ai rencontré les éco-délégués qui ont exprimé leur volonté d'être formés pour qu'ensuite ils puissent
à leur tour créer une présentation et former leurs camarades, donc toutes les classes du collège. On n'a pas encore mis tout ça en place, mais ça va être relancé là dans les jours qui viennent. Dans les jours qui viennent, et j'espère pouvoir aussi avoir lieu l'année prochaine. Et également, on a tenu des ateliers scolaires dans 2 écoles proches de la rue des 4 Frères Peignot, l'école Gutenberg et la Cordaire. Pourquoi ces 2 écoles en particulier? C'est parce que ce sont parmi les plus proches géographiquement et qui ne sont pas non plus des écoles privées, dans lesquelles il est beaucoup plus compliqué, d'après notre expérience, de rentrer, d'obtenir un contact pour avoir organisé des ateliers. Et en parallèle de ces ateliers où on a sensibilisé quasiment toutes les classes des 2 écoles, on va également reprendre contact avec les professeurs pour organiser d'autres ateliers l'année prochaine, mais également monter des projets un peu plus ambitieux, visant à mettre en place des choses à court, moyen terme dans l'école pour la démarche zéro déchet. Donc, nos objectifs pour l'année qui arrive, pour le territoire zéro déchet, c'est sur 3 niveaux. Continuer à sensibiliser aux consignes de tri, aux bonnes pratiques concernant les encombrants. Donc ça va être ce qu'on appelle, nous, le one-shot. On rencontre les personnes, on fait passer nos messages en 10-15 minutes. Et après, malheureusement, ces personnes, il y a peu de chances qu'on les revoie. Ces premiers niveaux, ce n'est pas le plus intéressant en termes d'impact. Le second niveau qu'on va essayer de mettre en place, c'est de créer et d'accompagner un groupe d'habitants de la rue des 4 Frères Peignot qui seraient volontaires dans la mise en place de cette démarche et qu'on rencontrerait régulièrement, minimum toutes les 2 semaines. On essaierait de réunir ce groupe d'habitants pour les former, réfléchir avec eux à des projets qui pourraient être mis en place dans la rue. Et à terme, l'idéal, ce serait que ça puisse être essaimé dans le quartier, voire dans l'arrondissement tout entier. Et le 3e niveau, ce serait que ce groupe, qui serait animé par PicPic, une fois que PicPic se retire du projet, parce que le projet n'est pas destiné à être animé chaque année pendant une très longue période, ce serait que ce groupe existe même après notre départ, qui reste pérenne et qui puisse être force de proposition en parallèle, par exemple, du conseil de quartier. Donc toujours sur la question des déchets, de la vie sociale du quartier. Donc dans ces objectifs, ce qu'on va faire pour le premier niveau de sensibilisation, le fameux one-shot, c'est le lancement d'un boîtage pour transmettre par flyers toutes les informations qu'on souhaite faire passer. Organiser un porte-à-porte dans toute la rue des 4 Frères Peignot, donc dans toutes les résidences. Là, on est en contact avec le bailleur Paris Habitat et on va bientôt lancer toute cette démarche. Reprendre les stands des stands PicPic avec le tri mobile. Donc le tri mobile, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est une fois par mois dans l'arrondissement à différents endroits de l'arrondissement. Il y a la DPE qui vient déposer un camion et où vous pouvez venir déposer les objets que vous amèneriez en temps normal en déchetterie. Parce que tout le monde n'a pas le temps ou de véhicule pour aller en déchetterie. Donc et parfois, juste, j'ai envie de me débarrasser de ma cafetière, c'est plus simple d'aller dans le camion en bas de chez moi plutôt que de me déplacer jusqu'à la déchetterie. Donc nous, on va accompagner le tri mobile qui est en face de la Poste, sur la place Charles Michel. On va refaire un audit des locaux poubelles pour voir l'évolution depuis la dernière fois. Est-ce que les consignes de tri sont bel et bien affichées? Normalement, c'est le cas, on a discuté avec les gardiens. Est-ce que les erreurs de tri, donc notamment les sacs en vrac, ont diminué ou est-ce que ça a augmenté? Dans ce cas, on a encore du travail. Et participation aux événements festifs du quartier, donc les fêtes de quartier, d'autres événements un peu plus importants comme l'a fait le forum des associations par exemple, ou le forum de l'ESS qui aura lieu à la mairie. Et le 2e et 3e niveau, donc suite au porte-à-porte, où on fait parvenir nos messages, on
récolte aussi les contacts des personnes intéressées qui souhaiteraient s'allier à nous pour avoir un impact sur la vie du quartier. Co-construction d'ateliers avec ses habitants et faire en sorte que le groupe soit pérenne à long terme. Et concernant les élémentaires, je repasse dessus rapidement, donc c'est repartir sur la sensibilisation des classes, essayer de monter des projets qui mettent en aussi bien les élèves que les professeurs que l'autre personnel, le reste du personnel des établissements. Et pour le collège, accompagner les éco-délégués dans cette formation. Et je crois que la DPE a également rencontré les éco-délégués il y a très peu de temps. Donc on va voir pour mettre ça en place de manière unifiée. Et j'ai terminé. Juste avant de prendre les questions, je voudrais juste signaler que les présentations seront mises en ligne sur le site de la mairie du 15e, de manière à ce que vous ayez accès aux noms et aux adresses mail, notamment des responsables qui ont été indiqués. Monsieur Pinet ? Ok, alors on peut passer aux questions. On va les prendre 3 par 3 si vous voulez bien, comme d'habitude. Alors dans le micro, s'il vous plaît. Madame. Oui, pourquoi avoir choisi les frères Peignot en premier, comme secteur? Ok. 2 autres questions? Bonjour, je voudrais poser une question. On nous parle d'éco-poubelles dans les rues. Mais qu'est-ce qu'on fait des poubelles qu'on a dans nos immeubles? Parce que ça ne concerne pas les gens qui habitent le quartier ou qui habitent l'arrondissement. Ça comporte ceux qui jettent ces papiers dans des sacs fermés, ça comporte les sans-papiers. Mais ça ne comporte pas les gens qui habitent les rues et les immeubles. Est-ce que vous pourriez repréciser? Parce que là, j'ai du mal à comprendre. C'est-à-dire que moi, je suis dans un immeuble de 10 étages. Et j'ai des poubelles qui sont en bas de mon immeuble, dans un local. Alors en quoi que moi, ça me concerne, ces poubelles dans les rues? Ah, ok, d'accord. Je comprends. On prend la 3e. Ouais. 3e question. Oui, bonsoir. Je voulais juste, pour compléter cette problématique en fait, de la propreté dans les quartiers, moi j'habite dans la tour Keller. La rue Keller aujourd'hui est vraiment extrêmement sale. C'est un problème vraiment majeur. Il y a déjà énormément de déchets qui ont été stockés ou générés par les travaux pour la dalle Keller et par les travaux pour l'immeuble, l'ancien immeuble Cristal, qui est en rénovation. Alors, qu'est-ce qui est fait là concernant ces travaux? Maintenant, il y a des travaux, la tour, comment elle s'appelle? La tour Mirabeau, donc on sait que ça commence aussi à se dégrader. Comment vous traitez ça, le problème des déchets dû en fait aux incivilités des entrepreneurs? Donc ça, c'est une première chose. Et puis, concernant les habitants de la tour Keller, en fait, il y a eu énormément de turnover dans la tour Keller, ce qui fait qu'on a eu énormément d'encombrants au pied de la tour. Et on a un bailleur qui ne fait absolument aucune sensibilisation auprès des locataires. Est-ce que vous pouvez, vous, monsieur le maire, enfin la mairie du 15e, est-ce que vous pouvez, vous, aider les associations, les amicales de locataires à s'adresser aux bailleurs pour qu'ils fassent la sensibilisation? Merci. Alors. Il y a plusieurs questions. Bon, je vais laisser bien sûr les services y répondre. Je voulais dire de façon générale, après cette présentation très bien faite d'ailleurs, que vous avez bien saisi que la propreté était multidimensionnelle en réalité, qu'il y a beaucoup de choses très différentes, qui ne sont pas organisées de la même façon, qui ne donnent pas le même taux de satisfaction du tout d'ailleurs aux habitants ni aux élus d'ailleurs. Il y a la collecte des ordures ménagères, d'une part, qui se passe assez bien d'ailleurs, enfin en tout cas j'ai très peu de plaintes. Il y a le ramassage des corbeilles de rue. Il y a maintenant les containers pour déchets alimentaires. Il y a le balayage des rues, le nettoyage, etc. Il y a aussi la collecte du verre. Enfin bon, voilà. C'est pas toujours les mêmes services,
c'est parfois des services confiés à des prestataires privés. Enfin, tout ça est très compliqué, hein, très compliqué à gérer. Moi, je ne suis pas satisfait, je le dis franchement en présence de M. Fleureau, qui fait un travail énorme, évidemment, avec ses équipes. Mais ces équipes sont totalement insuffisantes. Voilà, je le dis clairement, lui ne peut pas le dire. Je parle du balayage, du nettoyage des rues qui ne me satisfait pas du tout. Pas du tout, du tout. D'ailleurs, vous le dites pour la rue de l'Ingénieur Keller, qui en plus, la pauvre, est martyrisée. J'y suis allé encore il y a 15 jours. C'est vrai qu'il y a pas mal de causes à tout ça qui s'accumulent dans cette pauvre rue de l'Ingénieur Keller. Bon, enfin, on en reparlera. Mais de façon générale, qu'il s'agisse du 15e ou de tout Paris, c'est totalement insatisfaisant. Revenons au 15e, puisqu'on est dans le 15e. Je considère qu'il me manque entre 50 et 100 ouvriers nettoyeurs. Rien que ça. Et on ne peut pas... C'est la force des bras, si je peux dire, et des quelques machines dont nous bénéficions, qui sont parfois, même souvent en panne d'ailleurs, qui se renouvellent peu à peu, heureusement, avec des moyens plus modernes. Mais en tout cas, nous manquons d'équipements. Moi, j'ai l'autorité fonctionnelle sur les services de la propreté, même si je n'ai pas l'autorité hiérarchique, mais je n'ai surtout pas l'autorité budgétaire et d'affectation des personnels. Les personnels me sont affectés par la mairie centrale, ainsi que les budgets. Il y a maintenant, je ne sais pas si on l'a dit, une enveloppe souplesse qui nous permet d'acheter quelques matériels supplémentaires, quelques équipements. Bon, voilà, on fait avec ce qu'on nous donne. Mais on ne fait pas assez, j'en ai bien conscience. Et ça ne suffit pas. Moi, je considère que la propreté, l'hygiène d'une ville, ça doit être la priorité numéro 1 d'une municipalité. Alors, il y a d'autres choses à faire quand on est maire de Paris ou de l'arrondissement que la propreté, mais c'est quand même ça qui doit être fait, l'entretien de l'espace public, aussi bien la propreté que l'entretien des trottoirs et des chaussées, qui est totalement insatisfaisant parce qu'on n'y consacre pas assez de moyens. Voilà, je le dis simplement. D'ailleurs, je n'ai pas besoin de le dire, vous le contestez. Vous ne le contestez pas, vous le constatez, puisque l'essentiel de mon courrier est fait de plaintes concernant la propreté, d'ailleurs. Donc, je vois bien ce que vous me dites. Hein. Mais bon, voilà, on essaie de faire le maximum avec les moyens qu'on nous donne. Il y a des choses qui ne me conviennent pas. C'est par exemple la collecte des déchets alimentaires, que ce soit par les Trilib ou par les bornes qu'on a évoquées. Moi, je pense... Et je suis partisan d'une autre politique, c'est-à-dire de collecte à domicile, comme l'a dit monsieur tout à l'heure, je ne sais plus qui s'est exprimé là-dessus. Collecte à domicile, c'est pas facile, parce qu'il faut un bac supplémentaire de déchets alimentaires. Et les déchets alimentaires, moi je le fais chez moi, donc je sais que ça représente un volume assez énorme, hein, mais il faudrait un bac. L'expérience a été tentée dans 2 arrondissements parisiens, je crois, 3 même. Ça n'a pas fonctionné. Bon, ça n'a pas fonctionné, mais je pense que on s'est contenté d'une expérimentation insuffisante et que c'est peut-être une question de coût aussi. Bien sûr, ça coûte beaucoup plus cher de faire une collecte supplémentaire de déchets alimentaires dans les immeubles à domicile. Je le comprends, hein, aussi, moins on paye d'impôts, mieux on se porte. Et c'est la raison pour laquelle il y a eu des bornes Trilib ou des bornes de déchets alimentaires. Mais je pense que si on veut avoir une politique efficace en matière de déchets alimentaires, on ne va pas demander aux gens de se balader avec leur sac, même à 3 minutes de chez eux. Moi, c'est ce que je fais. J'ai l'air fin quand je me balade avec mon sac de déchets alimentaires pour aller jusqu'à une borne. Hein. Bon, je pense que c'est beaucoup mieux de le faire dans les immeubles, même si on n'en fait qu'une partie, même si on ne les fait pas tous, pour des raisons d'exiguïté des locaux, de ceci ou de cela. Bon, enfin voilà, ça c'est l'avis qui est le mien. Donc je vous explique un peu les choses telles que je les vois moi-même. Et nous passons avec mon collègue adjoint Jean-Yves Pinet, qui s'occupe de la propreté dans l'espace public, avec M. Fleureau, énormément de temps sur ces sujets de propreté qui sont très compliqués parce qu'il y a de l'incivisme, énormément d'incivisme des gens. On ne le dit pas assez, mais il faut aussi qu'il y ait plus de répression, de verbalisation pour que les rues soient moins sales, sans compter l'éjection canine, etc. Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. Voilà ce que je voulais vous dire principalement et vous dire que vraiment, sur tous ces sujets de propreté dans tous les domaines qui ont été évoqués, c'est vraiment pour nous la priorité des priorités. Alors on est loin d'être arrivé à une situation satisfaisante, mais sachez que c'est notre souci au quotidien, jour après jour. Alors,
pour répondre à la question sur la rue des 4 Frères Peignot, pourquoi a-t-elle été choisie dans les territoires zéro déchet? Quand le programme a été mis en place, effectivement, un certain nombre de rues ont été évoquées. Ça vient aussi des éléments des services. Alors, on ne va pas choisir une grosse artère parce que c'est un travail énorme qu'a fait l'association. Et si on leur donne, par exemple, la rue de la Convention, même en la découpant, là, ça fait beaucoup. Après, en termes effectivement de données chiffrées, il faut savoir... Alors, la rue des 4 Frères Peignot, on a à la fois des immeubles d'habitation, on a à la fois des commerces. Et il faut savoir que, malheureusement, c'était la rue qui avait le plus de, on va dire, de refus des bacs de tri sélectif à la collecte. Il y en avait une proportion très importante, c'est-à-dire que tous les soirs, lorsque les éboueurs passaient, en constatant dans les bacs étaient souillés, donc effectivement, petit scotch, et ça partait à l'incinération. Donc c'était celle qui apparaissait le plus. Bon, sans compter d'autres éléments, mais c'était à peu près pareil sur d'autres rues. Vu la configuration, elle est assez étroite, elle est assez courte, on a des écoles à proximité. En fait, vous aviez tous les éléments pour pouvoir faire une expérimentation satisfaisante et confier effectivement à une association ce travail-là. Voilà quel a été le choix sur la rue des 4 Frères Peignot. Pour répondre sur la rue de l'Ingénieur Keller, en ce qui concerne les chantiers, les déchets de chantier, il y a un travail énorme qui est fait par la police municipale. On ne le voit pas forcément. On ne le voit pas forcément. Vous ne voyez pas les PV qui sont mis, ni les réunions qui sont faites. Je peux parler sous le contrôle de certains qui ont été convoqués aussi en voirie, où on a rappelé les tenues de chantier, on a rappelé un certain nombre de choses. Donc sur les chantiers, je peux vous assurer qu'il y a effectivement énormément de PV mis sur les désordres, les déchets du chantier. Ce qu'on n'arrive pas à faire, c'est les déchets qui sont faits, les travaux qui sont faits chez les particuliers, où les entreprises achètent le sac chez Leroy Merlin Bricomarché, le fameux sac blanc à gravats, et vous le déposent, alors, soit sur un encombrant, qu'il soit signalé ou pas, soit un petit peu n'importe où. Et là, effectivement, ce sont des tonnes et des tonnes qui sont collectées par les agents tous les jours, qui alourdit d'ailleurs le travail et qui pose effectivement une difficulté. Le bas de la rue de la Tour Keller, effectivement, est un lieu de dépôt récurrent. Et effectivement, je suppose que c'est beaucoup plus les gens de la tour qui descendent effectivement leurs encombrants que des gens qui viennent déposer chez vous spécifiquement, etc. J'y crois un peu moyen. Peut-être que quelqu'un en voiture passe et dépose, mais voilà. Là, on a, comme l'a expliqué M. Fleureau tout à l'heure, on a aussi la difficulté des dépôts qui ne sont pas signalés. C'est-à-dire que déjà, on a beaucoup de dépôts signalés. Et c'est vrai que la priorité qui a été demandée au service, et là je l'assume pleinement, c'est d'essayer de satisfaire le retrait de ceux qui sont civiques et qui prennent des rendez-vous. C'est environ 70%. Hein. Donc voilà. Et après, on essaye de faire le dépôt sauvage. En ce moment, c'est une catastrophe. Vous pouvez le constater, on va se balader dans la rue. En ce moment, entre la fusion effectivement des deux systèmes, le système informatique, le système DMR, plus des engins qui sont en panne, on ne va pas se mentir, c'est une vraie catastrophe. On a demandé justement l'apport de bennes supplémentaires pour pouvoir essayer d'épurer. Vous avez vu le nombre de rendez-vous qu'il y a sur l'arrondissement, je rappelle, hein, c'est quand même 805 hectares, 240 000 habitants et 150 km de voies de circulation. Donc là, on a une grosse difficulté. C'est pas propre à la rue de l'Ingénieur Keller. Maintenant, j'entends ce que vous avez dit. On se mettra en rapport avec effectivement le bailleur, parce que là, c'est pas logique non plus. Alors, je suis étonné de ce que vous me dites, parce que moi, le bailleur, il m'envoie souvent des mails en disant il y a un dépôt, faut venir, il y a un dépôt, faut venir, il y a un dépôt, faut venir. Après, voilà, est-ce qu'ils font de la sensibilisation? Je ne sais pas, mais on essaiera de faire mieux. Et concernant la question de monsieur, je crois que monsieur le maire vous a répondu effectivement sur les bacs et les déchets à l'intérieur de votre immeuble. En fait, c'est aussi parce que pour le moment, il n'y a pas ces déchets, ces bacs spécifiques pour les déchets alimentaires qu'on a des bacs. Mais pour la politique du tri libre, il faut savoir qu'on a imposé à ce que ce ne soit pas sous les fenêtres des habitants sans cesse, et on essaye de trouver des immeubles notamment de bureaux, de manière à ce que ça ne soit pas juste sous vos fenêtres et que ça ne soit pas trop loin non plus de chez vous. Et on privilégie quand même les petites bornes d'apport alimentaire qu'il y avait sur les marchés qui vont être déployées un petit peu plus dans l'arrondissement. On continue les questions, si vous voulez. Allez, c'est parti. Oui, aussi rue de l'Ingénieur Keller, sous la rampe devant l'immeuble, il y a des habitants, enfin des SDF, qui sont là depuis longtemps. J'ai pris encore une photo aujourd'hui. C'est vraiment lamentable, c'est très sale. Mais la question, c'est qu'on nous avait dit que l'école, juste à côté, où il y a France Télécom, il devait y avoir une école supérieure, et cette école supérieure, on n'a pas de nouvelles, et donc ces personnes sont là encore
pour longtemps, on ne sait pas. Et puis surtout, la rue, elle est encore défoncée par des travaux. C'est ignoble, ignoble. Le petit jardin qui est en bas, c'est pas pensable. Oui. Alors, on prend les questions 3 par 3. Donc, deuxième question, s'il vous plaît. Oui. Alors, Monsieur Granger, Oui, pardon, président de l'amicale des Ensuite, on locataires reviendra. et comité de défense. Oui. Alors, je voudrais remercier Monsieur le maire pour ses interventions concernant les verbalisations. Par contre, on avait échangé à plusieurs reprises concernant les poubelles avec les couvercles ouverts. Aujourd'hui, dans tout le quartier, les 3/4 des poubelles débordent. Quand il y a du vent, ça tombe. C'est pas ramassé par les éboueurs quand ils enlèvent. En termes de propreté, ça amplifie les dégradations. Est-ce que vous ne pourriez pas intervenir auprès des bailleurs sociaux, des propriétaires, en communiquant que les couvercles doivent être fermés quand ils les sortent, et ensuite verbaliser? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je vais revenir sur la rue de l'Ingénieur Keller. Vous aviez installé des potelets. Les potelets ont été cisaillés avec des disqueuses pour que les véhicules puissent se garer sur les trottoirs. Donc, si vous pouviez vérifier ce point-là et faire remettre des potelets pour éviter que les véhicules se garent au niveau du chantier et en face du cordon bleu, merci. Ça marche. Et une dernière question, madame? Oui. Je voulais juste une question, je voulais savoir au niveau du nettoyage. Bon, j'ai relevé qu'effectivement c'était un sous-effectif et ça c'est certain, mais est-ce qu'il y a un contrôle qui est fait derrière? Parce que moi je suis également beaucoup au niveau de l'axe Convention Vaugirard, donc là où il y a le marché, et parfois ça m'a un petit peu interpellé par rapport à d'autres pays où c'est très propre par terre. Je vois, ils viennent de passer, les éboueurs, et derrière, ils mettent les poubelles, ils mettent ça comme ça, il y en a les 3/4 qui tombent par terre, ça reste par terre, hein. Et une fois qu'ils sont passés derrière, il y a encore des tas de papiers, de cochonneries un peu partout. Et je suis assez surprenant parce qu'ils sont là, ils s'en vont, ils viennent de faire le travail, et il y a encore plein de cochonneries par terre. Donc est-ce qu'il y a peut-être aussi une action de contrôle ou de sensibilisation à faire à ce niveau-là qui permettrait d'améliorer un petit peu la situation? Ça marche. Alors, je vais répondre brièvement à la première question qui concernait, ou la deuxième qui concernait la rue de l'Ingénieur Keller. Le terrain dont vous parliez, madame, qui est sous la rampe, c'est un terrain qui appartient à 1001 Vie, c'est-à-dire le propriétaire de la tour Keller. Donc on est sur un terrain privé. Donc le problème de ce campement, effectivement, qui est là depuis longtemps, il est connu. J'ai encore envoyé moi aussi la photo tout à l'heure à la direction de 1001 Vie. En fait, ce problème, on en avait parlé dans un précédent conseil de quartier. Je crois qu'il sera réglé lorsque le central téléphonique Orange sera effectivement transformé, comme vous l'aviez dit, en école, puisque c'est un projet et c'est le second sujet de l'ordre du jour. Donc vous aurez tout à l'heure un point, puisque le représentant du groupe d'enseignement supérieur qui va installer une école à cet endroit-là, en utilisant donc aussi le parking, l'ancien parking Orange qui se trouve devant et qui effectivement aujourd'hui est squatté et est un gros problème un gros problème de saleté avec effectivement des rats, etc. Donc tout ça est bien connu. Je pense que voilà, le problème sera vraiment traité lorsque dans quelques mois un chantier pourra commencer et cet espace doit être occupé pour l'usage de cette école. Sur les autres questions, je vais laisser... Alors, je vais répondre sur ces affaires de bac. Alors, c'est bac à couvert, c'est-à-dire qu'en fait, le bac est plein et bien souvent, effectivement, dans certains immeubles, les gardiens essayent de mettre au max dans un bac pour pas sortir d'eux. Et voilà. Donc, on a des équipes qui font de la sensibilisation. Il y a aussi de la verbalisation quand il y a une véritable mauvaise présentation de déchets à la collecte. Faut savoir aussi avoir du pragmatisme et juger de l'état, parce que soit effectivement le bac est dans un état épouvantable et en plus tous les sacs sont ouverts et effectivement tout est fait pour que la rue soit complètement pleine de déchets au moindre coup de vent, soit effectivement c'est parce que le lundi notamment dans les immeubles les bacs ne sont pas sortis le dimanche, donc le lundi c'est une grosse journée de collecte, donc effectivement vous avez beaucoup de bacs qui peuvent un petit peu déborder et là on est quand même un petit peu plus souple sur les immeubles, mais la sensibilisation est faite. J'en ai fait moi-même aussi dans le secteur, on s'est déjà vu plusieurs fois sur le terrain, vous m'avez montré, j'ai eu des photos, etc. J'ai été voir le gardien, j'ai eu contact avec les bailleurs, ils ont tous les bacs. Après, on ne peut pas être derrière eux
H24 tous les jours sur ce genre de côté. Vous voyez, on a aussi des bacs qui restent dehors très longtemps. Ça aussi, c'est quelque chose sur lequel on fait très très attention. Sur votre affaire, madame, c'est quelque chose sur lequel les services de M. Fleureau sont très vigilants, puisqu'il y a, oui, du contrôle. Il y a du contrôle, d'abord, de la société qui collecte le 15e, et il y a aussi un contrôle fait par les services de la direction de la propreté de l'eau, service du 15e, on appelle ça les chefs de soirée. Ils sont derrière les bennes. Le tombé de la benne, il doit être ramassé. Voilà. Donc, moi, véritablement, le jour où vous voyez ça, et qu'en plus, il y en a beaucoup en dessous, vous me prenez le numéro de la benne derrière. Il y a une petite... Non, madame, il y a une petite plaque jaune, c'est marqué OM 15.1, 15.9, c'est le numéro de tournée, ou MM, ça c'est pour multimatériaux, parce que... ou la ruelleur, on le trouvera, ça va être géolocalisé, parce que ça, derrière, on fait un contrôle qualité auprès de l'entreprise. Parce qu'effectivement, ça peut arriver que, si vous voulez, quand vous avez le bac, ça peut arriver. Mais normalement, ils sont censés effectivement ramasser les déchets. Et il y a des pénalités, effectivement, qui peuvent tomber quand il y en a trop. Parce que derrière, ça amène quoi? C'est-à-dire que c'est collecté, et vous passez derrière, on a l'impression que les rues sont sales. Alors déjà, qu'on manque d'effectifs pour avoir un nettoiement satisfaisant, si en plus on a des déchets à la collecte, et en plus si un coup de vent ça vole partout, etc. Donc voilà, vous voulez peut-être rajouter quelque chose sur le... Voilà. Mais sachez qu'il y a un vrai contrôle là-dessus. Oui, juste un mot pour terminer, parce qu'il y a un phénomène, vous l'avez constaté comme moi, qui s'amplifie dans tout Paris et dans le 15e également, c'est le développement de l'implantation de SDF, des tentes principalement, ou pas d'ailleurs, partout. C'est un fléau considérable. Je vous informe que dans le 15e, nous avons 2000 places d'hébergement d'urgence pour ces personnes. 2000 places, donc c'est pas rien. Il y a beaucoup de foyers, etc. Bon, beaucoup n'y vont pas. Parfois, il n'y a plus de place, etc. Et donc, nous avons une réorganisation des services. Je passerai peut-être la parole à mon adjoint qui est lui chargé de la précarité, Josefovic, qui s'occupe de ça, avec une unité spéciale de la police municipale particulièrement, ainsi qu'une cellule d'urgence aussi au niveau des services sociaux. Mais nous ne pourrons pas faire autrement que d'aller voir ces personnes pour essayer de les convaincre de quitter la rue, puisque nous ne pouvons pas les faire partir de force. Enfin, je sais, parce que beaucoup d'entre vous me le demandent, nous ne pouvons pas les faire partir de force. La ville considérant d'ailleurs que la tente est la prolongation du domicile, et que donc c'est comme si on entrait dans le domicile d'une personne. Donc on n'a pas le droit de le faire. Par ailleurs, le délit de mendicité a été supprimé du code pénal, voilà, des dizaines d'années, etc., etc. Donc il n'y a pas de moyen de coercition. Moi, j'ai connu l'époque, effectivement, quand j'étais adjoint au maire de Paris chargé de la police, où il y avait un service spécialisé qui s'appelait la BAPSA, Brigade d'assistance aux personnes sans abri, qui circulait dans Paris avec des cars gris, et les policiers faisaient monter de force les SDF pour les amener à ce qu'on appelait la maison de Nanterre, dont j'étais vice-président d'ailleurs, donc j'en suis beaucoup occupé aussi. Elle a beaucoup été modernisée, enfin bref, c'est pas le sujet. Mais aujourd'hui, tout ça n'est plus possible pour des raisons juridiques. Les policiers municipaux ou nationaux ne peuvent pas se mettre en infraction eux-mêmes avec la loi, par coercition. Donc c'est très compliqué. Donc on aperçoit. Alors si, parfois, nous pouvons mettre en place ce type de mesures plus répressives quand il y a des personnes agressives sur la publique, qui agressent les personnes, ou qui sont dans un état d'ébriété ou de situation irrégulière sur le territoire, enfin des choses comme ça, vous voyez. Mais c'est... Vous voyez, et je constate que ça se développe de plus en plus. Il n'y a qu'à voir le métro aérien, la ligne 6, maintenant il y en a quasiment à chaque station des tentes. Donc on essaye... alors on a des opérations de nettoiement, justement, mais en présence des personnes, c'est pas simple. Enfin, c'est vraiment une chose pour laquelle nous n'avons pas encore là de solution vraiment hyper efficace, mais qui en tout cas nous alerte et sur lesquelles nous travaillons beaucoup. Bonsoir à tous. Je vais essayer vraiment d'être bref. Alors effectivement, nous sommes sous un cadre contraint. C'est vrai que ni la mendicité ni le fait d'être à la rue ne sont en soi des infractions. En revanche, évidemment, ça on le rappelle toujours, les SDF n'ont peut-être pas moins de droits, ils n'en ont pas plus. Si par exemple ils commettent des déprédations, des agressions, ils peuvent relever de la loi pénale, on peut appeler le commissariat, ça ne dispense pas d'appeler, si je puis dire, les services légitimes. La grosse difficulté, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de cas où ils ne sont pas des demandeurs d'hébergement.
Ils sont pas faits de demande, ce qu'on appelle de demande auprès du SIAO, ce qui, on va dire, c'est à peu près 90% des cas, ce qui complique les choses. Et j'ai envie de dire, plus le SDF est seul, peut-être isolé, avec une personne, plus c'est difficile à traiter, surtout quand il ne se met pas dans une situation, par exemple, il ne va pas se mettre devant une porte de secours, devant une entrée, je sais pas, il ne va pas bloquer la circulation. Ça va être effectivement très difficile. Donc il faut vraiment, les services sociaux sont vraiment au courant. Nous, on prévient. Par exemple, je suis saisi par des élus, par des collègues, par des habitants. Moi, je demande toujours au service. Mais effectivement, plus le SDF, on va dire, est isolé, plus il est dans une situation où il ne gêne pas la circulation. Alors effectivement, il peut y avoir des publics sensibles, des enfants, mais dans ce type de situation, c'est vraiment très très difficile. Voilà. Et en tout cas, on essaye de faire vraiment le maximum. On traite toutes les demandes, les gens qui ont des objections, ou aussi des gens qui disent mais qu'est-ce qu'on peut faire pour eux. La grosse difficulté, je dirais, c'est du fait même des SDF. Voilà. Certains ne cherchent pas à discuter avec le reste. Parfois, ils vont même fuir les maraudes, ce qui pour nous complique les choses. Voilà. Mais rassurez-vous, on essaye vraiment de faire le maximum. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses qui ont été adoptées récemment, protocole sur les campements. Il y a une mission d'urgence sociale qui s'occupe, par exemple, si vous avez une famille avec des enfants, c'est beaucoup plus facile à traiter. En général, on trouve des situations. Enfin, pour vous parler même quand on a des SDF en demande d'hébergement, qui ont fait des demandes et qui ont été relogés, par exemple, l'année dernière, faut savoir que certains ont même réinstallé chez eux des tentes. Voilà, pour vous dire la difficulté que ça peut être. Voilà. Alors, on peut effectivement passer de la saleté des rues au SDF. Hein. Je trouve que c'est un pont qui est un petit peu compliqué. Je pense que s'il y a de plus en plus de SDF déjà, c'est qu'il y a peut-être de plus en plus de pauvreté, d'une part. Et d'autre part, effectivement, on a 2000 places d'hébergement dans le 15e, mais il n'y en a pas assez. Et on l'a vu cet hiver avec des familles d'enfants scolarisés qui dormaient dans la rue alors qu'il neigeait. Et on l'a bien vu, et monsieur le maire, on a eu l'occasion d'en échanger aussi, sur le fait qu'il n'y a pas assez de places d'hébergement. Cela étant dit, s'il y a effectivement un problème de propreté dans les rues, il y a peut-être un problème de moyens, mais il y a aussi, et c'était l'objet, en tout cas quand on en a échangé au niveau du conseil de quartier, c'était de savoir comment, justement, avec ce type d'association PIC-PIC, on peut sensibiliser les gens et faire avancer un certain nombre de choses. Et on le voit, je veux dire, et avec les exemples qui ont été donnés, notamment avec la question du tri sélectif, que toutes les conditions ne sont pas forcément mises en œuvre, notamment avec les bailleurs sociaux, s'il y a ces difficultés au niveau du tri. Et je pense que c'est aussi sous cet angle-là qu'on souhaitait un petit peu aborder les choses, hein, mais parce que c'est aussi, je dirais, une question qui nous concerne toutes et tous, et y compris le fait de sensibiliser les enfants. Je pense que ça peut aider, on l'a vu dans certains endroits, ça peut aider aussi les familles à mieux appréhender cette question. Donc, ce que je vous propose, c'est de passer au sujet suivant. Si à la fin, par contre, vous avez encore des questions, on en reprendra. Oui. Alors, rapide, s'il vous plaît, comme ça, qu'on ait le temps de passer l'ordre. C'est plus une remarque sur l'allée des Cygnes. Quand on descend la rampe du côté du pont de Grenelle, on a des poubelles. Et quand on arrive du côté de Bir Hakeim, sur la fin, il y a pas ou peu de poubelles et tous les déchets traînent par terre. Donc la remarque et la demande, c'est est-ce que vous pourriez regarder pour installer une poubelle au niveau des escaliers qui montent du côté de Bir Hakeim? On va regarder ça. Merci. Je m'y engage. Je voulais simplement préciser que je mettrai à l'accueil des sacs pour les déchets alimentaires avec un petit guide pour leur utilisation. Voilà. Merci.
qu'il y a beaucoup de pauses déjeuner, beaucoup de pauses tabac, et j'en passe et des meilleurs. Merci. Donc, bon, madame, je vais pas vous faire de la langue de bois. Il y a des éboueurs qui font bien leur travail. Il y en a d'autres, bon, ils ne sont pas motivés par le travail, objectivement. Après, voilà, quand on les prend sur les faits, on les sanctionne. Voilà. Merci. Ouais, excusez-moi, juste une petite information pour le nettoyage. Sur les pistes cyclables, sur les quais d'ici les Molineaux, je l'emprunte quasi tous les jours. Il y a plein de débris de verre. Il y a des automobilistes qui s'amusent à lancer des bouteilles pour exploser, qui s'explosent et on roule sur les débris. Donc, est-ce que vous avez l'intention de passer une balayeuse ou assez régulièrement? Oui, c'est-à-dire qu'il y a des engins qui passent. Le problème, c'est le nettoiement des pistes cyclables, c'est assez compliqué puisque si on fait passer un engin, ça veut dire qu'on condamne la piste cyclable le temps qu'on fait passer l'engin. Parce que sinon, vous ne passez pas avec votre vélo. Donc, on essaye de le faire à des moments où il y a moins de fréquentation. Le problème, c'est que lorsque vous avez les morceaux de verre qui sont balancés en pleine journée, c'est assez dur de faire passer un engin alors que la piste cyclable est utilisée. Mais on va regarder ça un peu plus précisément, parce que sur le cas d'ici, je n'ai pas vu. Ce que je vous invite à faire, c'est dès que vous le constatez, vous faites un signalement dans ma rue. Nous, on consulte en permanence. Et on interviendra dans les meilleurs délais. Je m'y engage. Et l'engin passera le lendemain matin, si vous voulez. On le fait passer le matin. Il y a assez peu de fréquentation à 6 heures. Par contre, à partir de 8 heures, ça devient compliqué. on la prendra à la fin, vous voulez bien, comme ça on passe au sujet, le deuxième sujet de l'ordre du jour, donc, qui était justement le suivi des chantiers de la rue de l'Ingénieur Keller. Et donc pour les trois chantiers, donc le chantier de la Poste, le chantier de Ex-Covivio et le chantier de la Tour Cristal. Donc on va commencer par le chantier de la Poste. Je vais juste faire une précision. Effectivement, il s'agit, ce que les conseillers de quartier ont souhaité pour ce soir, c'est un suivi de chacun de ces chantiers. Chaque projet a été présenté une ou plusieurs fois lors de réunions publiques. Donc merci à tous les intervenants de revenir. Ce sont des chantiers qui, pour la Poste, ont commencé il y a plus d'un an, même avec l'élu encore avant. Voilà, la Tour Cristal également. Monsieur Lamy pour GES était déjà venu il y a à peu près un an pour présenter le projet. Donc c'est vraiment un point d'étape qui vous est présenté ce soir. Bonsoir à toutes et à tous. Oui, effectivement, comme le dit Monsieur Semel, le chantier sur Keller a commencé en début 2022. Donc ça fait maintenant 3 ans. L'ELU, donc la phase 1 du projet global Keller, a été livré il y a 2 ans, en janvier 2023. Vas-y, tu peux passer, s'il te plaît. Et donc voilà. La réalisation du pavillon s'est terminée début janvier. Les travaux ont été réceptionnés le 10 janvier et livrés donc à Scolae ce même jour. Et Scolae a débuté les travaux d'aménagement intérieur. Voilà. Et enfin, il reste l'aménagement de la dalle Keller, pour lequel nous avons obtenu l'obtention de la déclaration préalable. Et l'entreprise Cocherie a été désignée pour réaliser ces travaux. Alors, un petit focus sur les travaux de végétalisation de la dalle. En effet, ils sont impactés par, d'une part, les travaux de ravalement de la tour Keller. Enfin, ils seront également impactés par les travaux de l'ancien central. Puisque pour les 2 cas, il y aura un ravalement, plus création d'escaliers extérieurs depuis l'ancien central donnant sur la dalle. Et dans ces conditions, pour l'instant, on n'a pas de visibilité, soit temporelle, soit d'impact travaux qui pourraient impacter justement les travaux de végétalisation. Et donc, avant de commencer ces travaux, nous attendons de bien quantifier ces impacts afin d'éviter de faire et défaire, en gros, qu'on végétalise une partie de la dalle et que ça soit détruit dans le cadre de ravalement. Voilà, donc on communiquera une date plus précise ultérieurement à la mairie du 15e qui pourra vous la transmettre effectivement.
Donc, comme je disais, le pavillon a été livré donc, le 10 janvier. Donc, la levée des réserves pour nos travaux bailleurs donc ont été levés le 24 février dernier. Donc, l'accès au pavillon avant les travaux de végétalisation et pendant les travaux de végétalisation se fera par un cheminement provisoire pour les seuls étudiants, c'est-à-dire que la dalle ne sera pas ouverte au public avant la fin des travaux de végétalisation. Et ce cheminement évoluera en fonction de l'avancement des travaux de végétalisation. Ensuite, donc oui, sur le pavillon, donc, on est en train d'obtenir des labels et certifications. Donc sur la partie existante, un label BBC Finergie Rénovation et BBCA Standard. Sur la partie extension, BBC Finergie non, c'est pas rénovation, c'est neuf. BBCA Performance et label biosourcé niveau 3. Hein, et également, nous tendons pour une labellisation Bois de France, puisque la grande majeure partie des bois mis en œuvre sur le pavillon sont issus de France, de diverses régions. Voilà. Et donc, un petit rappel sur le projet de végétalisation qui avait déjà été présenté à plusieurs reprises. Plusieurs essences, plusieurs épaisseurs de substrat, des arbres, des arbustes, des cheminements principaux, secondaires, en fonction des accès à la dalle, depuis des dalles voisines ou depuis la rue. Hein, donc, à droite, vous avez un plan axonométrique qui vous permet de voir un petit peu le relief. Et ensuite, donc, végétalisation avec la mise en place d'un éclairage la nuit. Et à droite, sur la partie droite de la photo de droite, vous voyez, enfin, vous distinguez peut-être les escaliers qui seront mis en place par Scolae, qui permettra de liaisonner, on va dire, l'ancien central avec le pavillon. Voilà. On va enchaîner peut-être avec la présentation justement de Scolae, puisque ce sont deux chantiers qui sont très proches et que le pavillon Keller, dont les travaux se sont terminés en janvier, est occupé par une école gérée par le groupe Scolae. Donc on va enchaîner puisque les deux vont ensemble. Bonsoir à tous. Donc, je représente Scolae, un groupe de formation qui, à ce jour, a plus de 20 000 étudiants. Et nous sommes déjà présents sur la dalle Beaugrenelle, sur la tour Cosmos, celle qui est la plus à droite, on va dire, près de la rue de Javel. Et là, on a déjà deux belles écoles, l'école de marketing et une école de mode, stylisme. Voilà, nous sommes déjà installés depuis 2013, 2014, et on veut s'installer, enfin on souhaite exploiter d'autres locaux sur la dalle de Beaugrenelle. Donc comme a dit mon voisin Pascal Queneau, on est dans la phase chantier d'aménagement du bâtiment qu'on a renommé Pavillon. Voilà, on va l'appeler Pavillon. Et donc depuis le 10 janvier, on a démarré nos travaux de cloisonnement, réseau, etc., climatisation. Bref, tout ça pour vous dire que ce pavillon va être exploité par notre école, une école de commerce, et qui va accueillir, en nombre d'inscrits, n'ayons pas peur, à peu près 400 à 450 étudiants. Voilà, donc ce projet devrait se terminer en septembre 2025, et on va accueillir les premiers étudiants à ce moment-là. Donc le projet de pavillon, là, monsieur en a parlé. Donc là, c'est une photographie que j'ai chopée sur Google pour essayer de vous montrer là où on est implanté. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à distinguer le pavillon. En face, vous avez le bâtiment de France Télécom, nous, on a renommé Covivio. Donc ça, c'est pavillon Keller.
Voilà, donc là, on ne va pas s'étendre là-dessus. Hein. Voilà, ici, il y a tous nos campus. Hein. Si on voit sur la partie droite, à droite, là, c'est le numéro 3, c'est la tour Cosmos là, qu'on occupe déjà depuis plus de 10 ans. Le prochain chantier, donc, c'est la tour Keller Pavillon, le numéro 1. Et le chantier suivant, c'est le bâtiment numéro 2 que j'appelle le Covivio, occupé auparavant par le central téléphonique de France Télécom Orange aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on peut enchaîner sur le deuxième projet. Là, c'est ce que j'appelle l'immeuble Covivio. Aujourd'hui, c'est l'existant. Là, aujourd'hui, c'est un immeuble de 3 étages avec un toit terrasse qui est en face du pavillon qui est en train d'être travaillé pour une livraison en septembre 85. Ce bâtiment, voilà, ça c'est le côté, on va dire côté Seine, hein, qui est complètement aveugle. Et on a comme projet d'ouvrir un peu ce côté-là avec des ouvrants, je dirais, fixes, hein, des carreaux de verre, hein, donc pour faire pénétrer un peu de clarté sur ce qui va être un couloir de distribution de salles de cours. Et là, c'est un peu pour illustrer, pour rassurer, je dirais, les personnes qui voient ce côté de la rue Robert Keller. Là, si vous voyez cette rampe-là, là où se trouvent actuellement nos SDF. Donc tout ça, ça va être privatisé. Vous voyez, donc il y a toute une grille. Et au fond, qui jouxte l'immeuble, c'est ce qui va être notre rampe pour les personnes à mobilité réduite. Donc aujourd'hui, on est en discussion avec les propriétaires de la tour Mille et une Vie, hein, pour privatiser. Hein, enfin, c'est plus une cession de cet espace-là. Donc là, c'est un petit peu compliqué parce que dès qu'il y a cession d'un bien immobilier, hein, parce que ça reste un bien, il y a création de volume et tout ça. Donc il y a pas mal d'acteurs pour arriver jusqu'au bout. Mais là, on a de bonnes chances d'aboutir pour privatiser cet espace qui va nous servir de parking à vélo et puis surtout d'accès pour nos étudiants en mobilité réduite. Voilà ce que ça peut donner. Il y a un rappel ici sur cette photo. Vous voyez, campus éductive, c'est du bois pour rappeler le premier projet pavillon. Voilà, on peut poursuivre. Voilà ce que ça va donner côté pavillon, tel que ça va être. On va agrandir quelques fenêtres. Hein. Donc tout ça, bien sûr, c'est soumis à permis de construire. Hein. Donc on n'a pas encore les autorisations. Le permis de construire, il est en cours de complétude. Il y a beaucoup d'acteurs, il y a beaucoup de questions, notamment c'est des issues de secours qu'on doit améliorer. Là, sur la partie droite, vous avez les escaliers qui vont sortir de l'immeuble, hein, pour se donner sur l'espace paysager. Hein. Et puis après, sur le côté, voilà, c'est le côté Seine, on va dire, on va faire ces ouvrants de pavés de verre avec un escalier de secours, hein, qui existe déjà, mais qui appartient à Cordon Bleu. Hein, et donc, on a un droit, on essaye d'obtenir une servitude pour utiliser cet escalier de secours. Voilà, donc ça c'est un troisième projet. Alors, brièvement, c'est peut-être pas à l'ordre du jour, mais aussi on a un permis de construire qui a été accordé. Et cette fois, c'est sur la première, la tour Cosmos. Hein. On envisage d'occuper un espace aujourd'hui qui est un jardin minéral qui est, je dis pas mal entretenu, mais enfin qui est toujours dégradé parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent boire, jettent leurs canettes, etc. Donc il y a beaucoup d'entretien. Et donc on s'est rapproché de la Seine Paris-Seine pour privatiser cet espace, hein, pour donner une activité. Et on va construire des salles de cours, des ateliers de couture plutôt. Hein. Et comme ça, le fait qu'il y ait une activité, on espère qu'il y aura un peu moins de dégradation de ce côté-là. Voilà, aujourd'hui, ce permis de construire nous a été accordé. On attend l'avis du Conseil de Paris qui aura lieu en juillet. Et on démarrera nos travaux en août, hein, parce qu'il y a un curage
ce jardin minéral, réfection d'étanchéité, et ensuite construction. Et là, ça va prendre encore quelques mois. C'est pas un petit projet, c'est 300 mètres carrés, mais c'est presque aussi compliqué que les 3000 mètres carrés à côté. Voilà, parce qu'il y a aussi là beaucoup d'acteurs. Il y a la ville de Paris aussi qui a son mot à dire. Enfin bref, c'est pas mal de tracas juridiques. Mais on aboutit et on espère qu'on pourra exploiter ces 300 mètres carrés en septembre 2026. Je ne l'ai pas dit pour l'immeuble numéro 2, Covivio, c'est une exploitation aussi, on vise septembre 2026. Voilà, si vous me posez la question du nombre d'étudiants, je peux répondre tout de suite. Pour la Tour Cosmos, ça ne va pas augmenter le nombre d'étudiants parce que là, on essaye un peu de désengorger nos ateliers. C'est un atelier de couture. Des ateliers de couture, on en a déjà 5 qui sont exploités, mais bon, les étudiants sont très désireux de travailler le soir, donc on essaye de faire des nocturnes, mais on ne veut pas que ça dérange les riverains, donc on va faire ces ateliers pour qu'ils puissent travailler 2 jours. Ça, c'est la Tour Cosmos. Le pavillon va accueillir un maximum de 400 étudiants. Et je dirais à peu près le double sur le bâtiment Covivio. Voilà, je vous rappelle que nos écoles, ce sont des écoles en alternance. Donc quand je vous donne ces chiffres-là, c'est rare quand on retrouve ces personnes-là toutes en même temps, parce que c'est, comme je vous dis, c'est de l'alternance. Donc selon les programmes, les formations, ils sont là 2 jours, 3 jours, etc. Donc il n'y a pas cette cohue tout le temps qu'on pourrait redouter. Par exemple, vous avez 700 inscrits à la Tour Cosmos. Et jusqu'à présent, je vous le dis honnêtement, je n'ai jamais reçu de réclamation des riverains parce que nos étudiants, on essaye déjà de les contenir à l'intérieur de notre bâtiment. C'est pour ça qu'on fait des bâtiments avec pas mal de zones de détente, cafétéria, détente, baby-foot, etc., pour éviter qu'ils traînent dehors. Bon, on ne peut pas empêcher les fumeurs de fumer, donc ils vont à l'extérieur et même pour ça, même pour la cigarette, on essaye de donner des programmes d'initiative pour qu'ils marquent des points et ça compte dans leur scolarité. C'est que les mégots soient récupérés dans des cendriers un peu techniques pour les recycler, etc. On essaye de les motiver. À l'intérieur, on a toujours des concours un petit peu écologiques. On a des bacs, on parlait de déchets tout à l'heure. On a des sociétés qui viennent faire le tri de déchets et qui valorisent tout ça dans la démarche RSE, bilan carbone, etc. Voilà, si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre. On finit avec le projet de la Tour Cristal et on prendra les questions à la fin, si vous voulez bien. Merci. Alors, du coup, ça c'est la fin. On va se mettre au début. Hop. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis Emeline Brevet, directrice de projet côté maîtrise d'ouvrage Tishman Speyer. Je suis accompagnée ce soir de Frédéric Guillon en tant qu'assistant maîtrise d'ouvrage et Benoît Cadio, directeur de projet pour Artelia en maîtrise d'œuvre d'exécution. Donc, le projet de la Tour Cristal a démarré en travaux en juin 2023. Donc on s'approche des 2 ans de travaux à ce jour. Donc aujourd'hui, on est toujours dans le gros œuvre, comme vous pouvez le constater. C'est assez visible. Je pense que là, on n'est pas très discret dans le quartier. Mais le gros du travail est derrière nous maintenant, puisqu'on a passé tous les travaux structurels un petit peu compliqués, un peu complexes. Et donc aujourd'hui, on a tourné la page de cette étape-là qui était critique, qui était importante pour nous. Et donc, on va rentrer dans un cycle plus courant de construction, de reconstitution des étages. Donc, on travaille du bas vers le haut. Comme vous pouvez le constater, ça monte là. Une autre étape importante qui est en train de démarrer, qui a démarré hier d'ailleurs, c'est la pose de la façade. Donc on voit les premiers blocs qui se sont posés, notamment au 3e étage, c'est également visible. Et comme on peut le voir sur ce plan, donc la tour va être ceinturée de ce qu'on appelle des bimas, c'est-à-dire des grands échafaudages qui
vont monter tout au long de la tour pour poser ces façades. Parce que ces façades, c'est à la fois des blocs de façade, donc des éléments verriers, mais c'est aussi des cadres en aluminium, donc des grands cadres métalliques qu'on va poser de l'extérieur. D'où l'intérêt d'avoir ces BIMA qui nous permettent de travailler progressivement et en montant également. Donc ça va arriver à partir du mois d'avril. Ça va commencer début avril et ça va se prolonger pour 2-3 mois à peu près. En tout cas pour l'installation des premiers niveaux. Donc voilà, c'est la prochaine étape. Donc là, quelques photos où on voit l'état actuel d'avancement. Donc on voit le gros œuvre qui monte avec des niveaux d'avancement différents selon les façades. Des outils de protection que vous pouvez voir en jaune, qui sont des outils de sécurisation et pour le chantier et pour le domaine public évidemment, qui permettent de travailler dans les meilleures conditions de sûreté. On les voit ici, vus de l'intérieur. Tu veux peut-être compléter, Benoît, sur le... Ouais. Donc, d'un point de vue... Tu veux présenter le planning un petit peu? Donc, comme disait Emeline, bonsoir. Donc, le gros œuvre, on est à la fin. Bon, pour être honnête, il reste encore... le gros œuvre sera totalement terminé jusqu'en haut, donc d'ici le mois d'octobre de cette année. Mais... Dans le gros œuvre, il y a de la démolition et de la reconstruction. Donc la démolition est finie. Attends, je te laisse après. Bon, je laisserai donc la parole sur ce point important. Donc les façades dont parlait Emeline, donc les BIMA vont être installés plutôt à partir de début avril. Et donc les façades vont monter. Donc la tour va être fermée, en fait, va se fermer. Donc le reste des travaux sera de plus en plus à l'intérieur, à un rythme global d'à peu près à peu près 2 niveaux par mois, voilà, de sorte que premier trimestre de l'année prochaine, la tour sera fermée complètement. Voilà. En parallèle, bien sûr, mais ça vous le verrez moins, il y aura les travaux intérieurs des étages fermés, voilà, donc encore d'état secondaires et techniques, qui ont déjà commencé en fait, hein, mais voilà, qui vont se poursuivre jusqu'à la fin. Et donc, pour plein de raisons d'un chantier aussi complexe, les mises au point au départ, y compris de voirie, de mise au point technique et découverte aussi d'un existant qui était ancien, font que par rapport à notre dernière entrevue il y a 2 ans, on est très proche de ce qu'on avait dit. Donc la fin sera effectivement est prévue aujourd'hui, fin de premier trimestre 2026. Voilà, qui sera suivi bien sûr d'un repli des emprises que vous voyez, qui est en pied de tour, et qui, le temps qu'elles soient dégagées, effectivement, se feront d'ici l'été 2026. Voilà. Mais les travaux eux-mêmes, effectivement, sont sur le premier trimestre, fin de premier trimestre, mars 2026, aujourd'hui. Je fais précision que Benoît va à tout prix apporter une précision importante. Bonsoir. Oui, moi je vais être la personne qui va vous déplaire un petit peu. Il nous reste quand même une petite phase où on va générer un peu de... Juste un petit peu plus près, monsieur, on vous entend. Pas de souci. On va générer un peu de bruit encore. Il nous reste la démolition de la tête de la tour, où vous avez pu voir côté Beaugrenelle, Linois, on a commencé à poser des échafaudages. Ces échafaudages vont nous permettre de grignoter les derniers éléments structurels qui restent à faire, à casser sur la tête de tour pour finir le rooftop. Donc voilà, le gros de la démolition est totalement achevé sur l'intégralité de la tour depuis septembre-octobre. Comme a dit Emeline, on a alors lancé la reconstruction. Il nous reste une petite zone de démolition en OR+28 qu'on attaque là en ce moment. Et qu'on va emmener ponctuellement jusqu'à fin avril, je pense. Voilà. Alors, la zone à démolir, les derniers éléments à démolir, oui, effectivement, les échafaudages qui sont en place aujourd'hui, qui vont tourner autour de la tour, ça ne sera pas exactement sous le même modèle que les outils que vous voyez sur les images, là. Ça sera des échafaudages courants protégés par des bâches pour éviter la poussière, évidemment, et les chutes de gravats, puisque là, on est à 100 mètres de hauteur, donc pour vous, comme pour les ouvriers qui travaillent en dessous, il faut que ça soit protégé. Voilà.
Alors, si vous voulez poser les questions, on fait tourner les micros, puis voilà. On va prendre 3 par 3. Alors, pardon, on va commencer par ici. Oui. Par ici, et après, je vous passe la parole, monsieur. Alors, si je m'excuse, mais je vais réagir à vos propos. Quand vous dites que le plus gros des travaux est terminé, moi, j'aimerais qu'on m'explique pourquoi, encore cette semaine, j'ai été réveillée à 7h du matin par des marteaux-piqueurs. Voilà. Donc, en fait, les travaux extrêmement bruyants continuent. Ce n'est pas fini. Donc, peut-être qu'il y a des petits réglages à faire avec les personnes qui travaillent sur les chantiers, mais les travaux sont toujours insupportables. C'est la semaine, c'est le week-end, c'est le samedi, je ne sais plus, il y a peut-être 15 jours, de 8h le matin à 13h. Pourquoi des fois on a eu probablement des gens, je ne sais pas, de la sécurité ou je ne sais pas quoi, qui intervenaient sur le chantier et qui mettaient sa musique très fort. Donc nous, on avait la sonorisation. On a toujours donc des problèmes de circulation dans la rue Keller qui sont insupportables. Moi, j'ai fait des plaintes au commissariat de police parce qu'il y a eu des matins à 7h30, je ne pouvais pas sortir de la rue Keller. Je ne pouvais pas sortir de mon immeuble. 8h moins le quart, les enfants sortent de l'immeuble pour aller au collège qui est juste à côté, où la sonnerie sonne à 7h55 le matin. À 7h45, il y a des enfants qui sortent de l'école, de la tour Keller, qui ne peuvent pas sortir de l'immeuble. Donc, si vous voulez, là, je m'excuse, mais vos propos, je trouve qu'ils sont complètement décorrélés de la réalité. Voilà, je vais m'arrêter là. 2 autres questions, s'il vous plaît. Oui, alors moi, je suis une habitante de la tour Espace 2000 et c'est vrai qu'on est cerné par les travaux. Voilà, je suis en face de vous. Bon. Voilà, donc il y a la tour Cristal d'un côté pour certains, il y a la tour Mirabeau de l'autre qui vient de commencer, c'est insupportable aussi, la voirie, ça commence à devenir un désastre dans la rue de Javel en matière de sécurité par rapport aux camions, plein d'autres choses. Et là, maintenant, vous nous annoncez que vous allez construire des salles de cours. Donc, je vous avoue qu'on commence à être inquiet parce qu'on est cerné. On a juste vu le permis de construire. On n'a aucune information. Donc, ce serait bien au moins, à terme, de faire une information aux riverains. Un planning prévisionnel pour la tour Mirabeau, ça serait bien aussi, comme ça a été le cas. Mais voilà, on commence vraiment à être inquiet. On n'en peut plus des travaux. Journée comme nuit, il y a voilà, il y en a qui doivent travailler la nuit et ça ne doit pas être très déclaré, franchement j'ai des doutes. Nuisance aussi bien sonore que visuelle, donc on n'en peut plus non plus, je rejoins ce qu'a dit madame juste avant. Voilà. Alors une dernière. Si vous permettez. Oui. En fait, moi je vais tous les matins dans rue Claire parce que j'amène ma fille à la crèche Keller, sortant de la tour Perspective d'eau. Donc sur le trottoir depuis ma tour, il y a des camions de chantier, des cercles, et ça continue également dans la rue Claire, avec d'autres camions qui font l'approvisionnement dans les garages de centre de Beaugrenelle, avec des camions de la Poste, et donc passer dans cette rue avec une poussette, c'est l'enfer. En plus, il y a maintenant des excavations pour des fouilles, je ne sais pas, réparation des réseaux enterrés, etc. Alors, moi, je vois que dans cette assemblée, il y a un collègue d'Artelia. Je travaille chez Artelia, je suis ingénieur dans les travaux publics. Donc, je comprends tout à fait les contraintes, les problèmes de chantier, et j'essaie d'être compréhensif avec tout ça. Mais il y a quand même des limites, parce que dribbler avec une poussette le matin, les camions, aller dans la roue, c'est pas possible. C'est pas possible. Et c'est tous les jours, je vous assure, tous les jours à 8h30, il y a cette histoire-là. Et c'est dangereux. C'est dangereux. C'est pas facile, c'est dangereux. Et deuxième chose, cette rue Claire en fan, est-ce qu'il y a un projet de, je sais pas, végétalisation? Parce que tout à l'heure, vous avez montré la rampe. Cette rampe, aujourd'hui, il n'y a plus d'enrobage. Je veux dire, il n'y a pas un projet architectural pour remplacer cette rampe. C'est une dégueulasse. On va vous répondre. Alors, qui se jette à l'eau? Pas de souci, j'y vais. Alors, je vais prendre le sujet des livraisons et du stationnement dans la rue Keller. On est les premiers à avoir des soucis avec nos livraisons. Pourquoi ?
parce que, je l'avais dit quand on avait fait notre première réunion ici, on a une contrainte qui est de ne pas déranger le centre commercial. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On livre tout notre chantier par la façade Seine. On ne livre rien par la rue Keller. Le chantier Cristal, ce cercle, livre aucun matériau depuis la rue Keller. Je vous le garantis. Vous pourrez regarder, quand vous passez dans la rue, vous regarderez si la palissade côté Keller a les portails ouverts, ils sont toujours fermés. Alors, c'est pas tout à fait vrai. On évacue de temps en temps, très tôt le matin, à 7 heures, les bennes. Ça peut être une benne par semaine. Mais nos livraisons, béton, ferraillage, enfin, toute évacuation de gravats se fait par la façade, par le quai côté Seine. Donc, et on est très embêté parce qu'on aimerait bien pouvoir le faire depuis la rue Keller, mais on n'y arrive pas. D'abord parce que la gération côté au bout de la rue Keller depuis la rue Linois ne nous le permet pas. Donc je ne pense pas que le chantier Circle soit la cause de vos problèmes de stationnement dans la rue Keller. Concernant le sujet du bruit et des travaux le week-end, effectivement, on a enclenché des travaux le week-end qui sont plus des travaux de manutention. Alors, ce qu'on a demandé aux entreprises, c'est de travailler sur des travaux non bruyants le week-end, de faire de l'évacuation et du rangement. Alors, j'entends qu'il y a des travaux bruyants qui ont été faits le week-end. Je vais m'en préoccuper. Moi, je suis sur le chantier toute la journée, tous les jours de la semaine, pas le week-end. Bon, j'ai entendu, j'ai noté, on va s'en occuper. Je vous rappelle à tous et à toutes qu'on dispose d'une boîte à lettres en pied de chantier dans laquelle vous pouvez déposer toutes vos remarques. Et cette boîte à lettres est suivie, on contrôle, on lit tout ce qui nous est remis. Donc si vous avez des plaintes ou vous avez constaté qu'il y avait un problème un week-end ou des bruits ou un désordre, n'hésitez pas à nous mettre un petit mot, on va le traiter. Il y a eu une remarque aussi sur des ouvriers qui mettaient de la musique pour travailler. Ça a eu lieu une journée, on les a stoppés le jour même. Ouais, juste pour... Alors on va prendre la question après, madame, juste pour répondre à des questions qui ont été déjà posées. Monsieur parlait de la difficulté de circuler dans la rue et de la question de la rampe aussi. Alors sur la circulation dans la rue, effectivement, en fait, la conjonction de tous ces chantiers rend les choses très compliquées. Je voudrais juste préciser, mais la Poste pourra le dire aussi, que l'emprise de la Poste, la base vie a déjà été démontée, mais l'emprise va être retirée également. Ce qui fait que le trottoir va rendu aux piétons voilà, dans les prochaines semaines. Ensuite, sur la rampe, on s'est posé la question. Effectivement, cette rampe ne sert plus à rien, quasiment. Voilà, elle pose aussi un problème esthétique. Mais malheureusement, la brigade des sapeurs-pompiers s'est opposée à sa destruction. Parce qu'elle peut servir en cas d'incendie dans une tour, à la défense, enfin aux opérations des sapeurs-pompiers sur cette dalle Keller. Sur la végétalisation de la rue Keller, alors on en a parlé déjà dans ce conseil de quartier. Effectivement, c'est un projet. C'est très compliqué parce que comme beaucoup de rues de Paris et du 15e, il y a des réseaux en dessous, donc des plantations d'arbres sont à peu près impossibles, sauf à certains endroits très précis. Mais il y a quelques années, lorsqu'il y a une concertation qui s'appelait « Embellir mon quartier », c'est-à-dire on devait choisir des endroits sur lesquels on essaierait de végétaliser, la rue de l'Ingénieur Keller a été choisie. Donc ce travail aura lieu, néanmoins il a été décidé de ne pas le faire avant tous ces chantiers, ça n'aurait pas beaucoup de sens. C'est lorsque la tour Cristal sera livrée et lorsque les chantiers conviviaux et de la Poste seront finis qu'on pourra imaginer des plantations basses au moins sur la rue de l'Ingénieur Keller. Oui, un dernier mot, si vous me permettez, pour vous dire que l'objectif, c'est quand même l'embellissement de tout ce quartier, avec des projets considérables qui ont été évoqués à l'instant, et puis par mon adjoint également. Mais bien sûr, il faut en passer par les travaux. Il est important qu'une tour se rénove et se mette aux normes actuelles, ne serait-ce que pour des causes évidemment écologiques, et puis de confort et de conditions de travail.
Donc nous avons bien étudié tous ces projets, bien sûr, puisque ça donne des permis de construire. Et c'est une bonne chose que ces tours se rénovent, qu'elles soient moins énergivores, moins polluantes, etc. Maintenant, moi, je suis tout à fait à l'écoute de ce que vous dites. Et si vous considérez qu'il y a des abus et qu'il y a des nuisances qui sortent, des nuisances disons, supportables et en dehors des horaires, moi je suis tout à fait prêt à envoyer les services de l'urbanisme, voire la police, pour verbaliser le chantier. Ça peut exister aussi. Donc il ne faut pas hésiter à nous saisir à la mairie du 15e si vous voyez des choses qui sont excessives. Je le fais sur certains chantiers. Il ne m'est pas apparu que sur ce chantier, à part les nuisances que vous évoquez, évidemment, qui sont extrêmement gênantes, voire insupportables à certains moments, notamment au niveau du gros œuvre, que je n'ai pas reçu de plainte particulière, peut-être 1 ou 2 courriers, c'est tout, mais vraiment pas grand-chose. Et néanmoins, nous sommes attentifs à ça. Et aussi au traitement du pied de la tour, parce que finalement, ensuite, pour les riverains, ce qui va compter, c'est l'aménagement du pied de la tour, de la végétalisation, du jardin, etc., qui devra être en harmonie avec ce qu'a dit mon adjoint Jacques-Henri, qui est la végétalisation, bien sûr, de cette rue, que je qualifie de martyrisée, la rue d'Ingénieur Keller, aussi bien par les livraisons du centre commercial, je dois recevoir d'ailleurs prochainement encore le nouveau directeur du centre, que par les chantiers nombreux dans cette rue et les désordres les stationnements n'importe comment anarchiques, la propreté et tout ça, j'y passe assez régulièrement pour voir comment les choses se passent. Et puis la végétalisation de la dalle Keller quand même, qui est une vraie révolution dans le quartier. Moi j'étais un peu malheureux qu'on ait végétalisé la dalle de l'autre côté de la rue Linois et que rien ne se fasse du côté Keller. Là, les rénovations de la tour et de la dalle, avec l'installation de ce nouvel établissement, je pense, va considérablement embellir le secteur et mettre fin à un certain nombre de nuisances telles qu'on les a évoquées tout à l'heure. Maintenant, peut-être que sur le chantier, s'il y a des camions qui sont gênants, il y a la possibilité de mettre un homme chantier aussi qui régule un peu, parce que ça se fait aussi sur les chantiers où il y a beaucoup de transit de camions. Je ne sais pas si c'est le cas chez vous. On a des hommes trafic. Comment ? On a des hommes trafic qui gèrent nos entrées et sorties camions. Oui, alors, madame, s'il vous plaît, dans le micro. Je suis sur la tour H15, la tour Beaugrenelle, juste devant cette tour ex-cristal. Et vous avez parlé tout à l'heure de rooftop. Est-ce qu'il y aura une activité ? Alors, on parle de rooftop pour définir la tête de tour. D'accord, il n'y aura pas d'activité prévue ? Non, c'est un jardin. Alors, je le dis, madame, pour vous répondre de façon plus systématique. En tant que maire d'arrondissement, j'interdis totalement les rooftops sur toutes les tours, avec des activités, des animations. Qu'il y ait des aménagements végétalisés, etc., très bien, mais j'interdis systématiquement la moindre animation sur rooftop sur les tours. Merci, donc ça, monsieur le et maire. vous savez très bien d'ailleurs qu'il y a un projet qui a créé la polémique depuis des dizaines d'années, enfin pour une dizaine d'années, qui était ce restaurant sur le centre commercial Beaugrenelle. Oui. Ce projet de restaurant, comme vous le constatez, vous voyez que j'ai tenu mes engagements, ce restaurant n'existe toujours pas et il n'existera pas. Voilà. Et la tour Mirabeau également ? On ne va pas la raser. À un moment, il était question d'utiliser le toit. La tour Mirabeau est en rénovation également. Il y a d'ailleurs aussi des problèmes de bruit, évidemment, et de nuisances sonores un peu trop importante, à mon avis, sur ce chantier. Mais bien sûr, il n'y aura pas plus de rooftop sur la tour Mirabeau qu'ailleurs. Merci pour nous. Oui, je voulais répondre à madame concernant les travaux qu'on doit réaliser sur ces espaces. Aujourd'hui, nous on récupère, alors pour le pavillon, nous on récupère déjà une tour, enfin un immeuble fermé. Donc tous nos travaux sont à l'intérieur et ne vont pas provoquer plus de bruit que ça. Ça, c'est pavillon. Le deuxième pavillon Covivio, le deuxième immeuble Covivio, c'est déjà un bâtiment complètement fermé et c'est pareil, c'est de l'aménagement. Le bruit
qui a pu être fait, il était masqué par le bruit de la tour cristal. C'est quand on a fait le curage et le désamiantage. Ça a fait du bruit, mais on avait interrogé des gens où les gens étaient venus nous voir. Et ils ont dit, mais quand est-ce que vous commencez la démolition? Bah non, la démolition elle était déjà terminée. Voilà. Donc, non, je parlais des nouveaux locaux. C'est ça, les nouveaux locaux. C'est pas, je pense que Mme Savary parlait de ce que vous évoquiez tout à l'heure sur la dalle à côté de Cosmos. Ah oui. Oui. Ah, c'est là où vous êtes. Donc, ce sont des travaux. On va monter des cloisons. C'est pas des bruits. Oui, il y aura. Je l'avoue, là, le mois d'août, il y aura le curage de jardin minéral. Donc, toute la bordure avec une hauteur de, je sais pas, 30 à 40 cm, tout ça, ça doit être évacué, hein, et on refait l'étanchéité. Alors, ça va durer combien de temps? Je ne sais pas. On me dit moins de 3 semaines pour retirer tout le béton qui entoure le jardin minéral. C'est là où il va y avoir du bruit. Après, c'est un montage de cloison et ça va durer bien sûr quelques semaines, voire quelques mois pour aller jusqu'au bout. Là, oui, c'est vrai. Pour bien préciser, en effet, c'est vraiment un passage sous les immeubles. Oui, c'est sous le central Keller. C'est juste un. Oui, c'est sur ce qu'on appelle le rez de dalle. Le rez de dalle, là où il y a un escalier rouge, vous voyez, qui monte. C'est exactement là. Et qui est en décrépitude, mais je crois que j'ai vu des ouvriers qui sont allés voir, je suis passée au moment. Et juste pour vous dire, j'en profite, au niveau, je ne sais pas si c'est sur votre toit, mais il y a des couettes et des oreillers qui ont été jetés par la fenêtre. C'est pas notre toit, là. Mais je sais, mais ils cherchent à y accéder pour pouvoir... oui, je sais, mais cet escalier ne nous appartient pas. C'est l'escalier de secours de l'immeuble Orange. Et nous, on vient se greffer sous cet espace-là. L'immeuble Orange, personne n'a les clés apparemment. Oui, il n'y a même personne dedans alors. Voilà. Okay, merci. Je prenais des photos. Et pour préciser, parce que peut-être c'est évoqué tout à l'heure, sur le projet que monsieur présentait, l'ancien central téléphonique, le permis de construire aujourd'hui n'est pas affiché parce qu'il n'est pas délivré. Il est en cours d'instruction. Il y a un permis de construire qui est affiché rue de Javel, mais ça concerne c'est ça exactement, Cosmos. Oui, le Covillon n'a pas encore son permis de construire. Alors, si vous voulez, on peut continuer avec des questions. Monsieur. Oui, bonjour. Oui, ça marche. Est-ce qu'on peut connaître plus près de la destination de ce... parler dedans. Faut mettre le micro sur la bouche. Plus près. C'est du bureau. Que du bureau. Oui. Vous revenez à la case départ. Oui. Et il y aura des terrasses sur ces bureaux? Mais on vient de dire que non. Oui. Non, mais en bas. En bas. On a une terrasse au 2e étage qui a une vue magnifique sur la Seine, mais voilà. Uniquement au 2e étage. Oui. Parfait, merci. Alors, 3 questions, s'il vous plaît. Je m'excuse, je reviens sur la rue Keller. Vous avez dit qu'il était question de retirer les emprises de chantier qui sont ce qui a servi à faire le pavillon Keller, c'est ça, au pied de la tour. Vous savez sous quel délai? Vous pouvez nous dire sous quel délai? Oui, on va vous répondre. Encore 2 questions. Oui. C'est parce qu'on avait un beau jardin et on aimerait bien le récupérer. Juste devant la tour Keller. D'accord. Mais ok, alors. Monsieur Coenon, peut-être pour répondre à la question. Alors, l'emprise voirie. Donc, nous avons l'autorisation jusqu'à la fin du mois de mars. Donc, l'emprise voirie va être déposée d'ici fin mars. Voilà. Concernant l'espace vert qui a été détruit, on va dire, pour les besoins de l'installation de la base vie, donc nous devons également enlever la dalle béton, hein, qui est assez épaisse. Par contre, j'étais en relation avec Mille et une Vies concernant le ravalement de la tour, pour avoir un petit peu un planning, puisque aujourd'hui on ne sait pas du tout à quel moment ces travaux se feront. Et donc mon interlocuteur souhaiterait récupérer cet espace, donc l'ancien espace vert, que nous remettrons en état à la fin des travaux paysagers, bien sûr, comme on s'est engagé. Mais mon interlocuteur Mille et une Vies souhaiterait récupérer cet espace pour
les travaux de ravalement. Alors pour y faire quoi? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il a émis ce souhait. Ça date d'hier. Donc c'est tout frais. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Après vous, je ne sais pas si vous pouvez avoir des infos. Pardon, je pense que je peux peut-être apporter une réponse, si je ne me trompe pas. Il va y avoir des travaux sur les terrasses pour l'étanchéité et en même temps, effectivement, comment on peut dire, un renforcement des piliers du parvis de l'entrée de la tour Keller. Par contre, on ne parle pas de ravalement. Je n'ai rien sur le ravalement. Moi, j'avais entendu effectivement le ravalement et le remplacement des menuiseries extérieures sur le double niveau, sur les duplex qui donnent sur la dalle. Et puis après, un ravalement, enfin la passivation des fers, un ravalement, je dirais, un peu léger. Après, oui, mais pas plus de précision. Je peux vous confirmer que ce ravalement, parce que ça m'a été confirmé aussi, parmi les vies va avoir lieu, mais le calendrier n'est pas encore fixé. Ils ont passé des appels d'offres, les premiers n'ont pas été fructueux. Donc voilà, donc ce ravalement qui aurait dû commencer en mars est décalé. Le calendrier aujourd'hui ne nous est pas communiqué, il n'est pas établi. Mais effectivement, il faudra que ce ravalement soit bien coordonné avec la végétalisation de la dalle, peut-être en commençant par des façades qui sont sur la dalle pour vous permettre vous ensuite de végétaliser la dalle. Non mais c'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut se coordonner et donc il faut connaître le projet précis, les impacts, le planning, etc. quoi. Alors, oui, monsieur. Juste une question en termes de réglementation. Alors, il y a les travaux, la nuit, il y a beaucoup de lumières qui sont sur les chantiers. Quelle est la réglementation en la matière? La tour Mirabeau, par exemple, c'est un vrai sapin de Noël, la nuit. Donc, voilà. Non, on a des horaires assez stricts. Hein. Concernant Cristal, on a des horloges. Ça s'allume à 6h30 le matin et ça s'éteint à 20h le soir. Voilà. Non, enfin... Oui, mais attends... je suis passé hier matin à 6h30. Avant 6h30, tout était éteint. Après qu'il y ait des niveaux qui se dérèglent peut-être, mais de façon régulière, tout est éteint. Alors, ce que vous pouvez voir le matin et le soir, c'est qu'il y a des heures... Les horloges ne sont pas toutes synchronisées. Donc, la tour s'allume par paquet de 4 niveaux, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, effectivement, il y a des niveaux qui peuvent s'allumer plus tôt ou s'éteindre un peu plus tard. Mais... ce que vous me dites me surprend, mais... Alors après, il y a une chose aussi quand même. On a je vais regarder, mais on a aussi un service de secours. La tour est gardiennée, surveillée. Et donc on a aussi des rondes et on doit garantir un éclairage pour la sécurité des agents qui circulent sur le chantier. Donc on a gardé quand même dans les escaliers et dans certains passages certaines zones éclairées parce qu'il faut qu'on puisse travailler. On continue les questions? Alors, dans le micro, s'il vous plaît. Excusez-moi, on ne parle pas du chantier du parking ce soir? D'accord. Alors, on va vous répondre. Encore 2 questions et on va répondre à tout le monde. J'avais une question concernant donc, ces projets qui vont accueillir de nombreux étudiants. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Je voulais savoir si vous avez prévu quelque chose pour les repas des étudiants le midi, puisqu'il y en a de plus en plus dans le quartier. Je prends encore une dernière question, puisqu'on avait dit par parquet 3. Donc, est-ce qu'il y a une dernière question? Et après, on répond? Non? Oui? Monsieur. Dans le micro, s'il vous plaît. J'ai compris tout à l'heure que du coup, vous confirmez que la livraison pour le chantier Cercle, se fait depuis le quai André Citroën, pas depuis le Reclair. Et c'est là que je trouve sur mon chemin les camions qui bloquent le trottoir. Si ça peut être mieux géré, voilà, je ne demande pas de supprimer ce mode de livraison parce que, enfin, j'essaie d'être compréhensif, mais mieux gérer ça pour permettre le passage. Ok. Donc il y avait la question sur
Oui, alors sur le parking, madame, que vous évoquez, donc c'est impasse Keller, à l'autre bout de la rue de l'ingénieur Keller. Donc c'est un projet qui n'a pas encore été présenté en conseil de quartier, tout simplement parce que aujourd'hui le permis de construire a été attribué, mais il n'y a pas de preneur. Donc ce parking appartient à Apsis. Et lorsqu'Apsis aura, c'est-à-dire le propriétaire du centre commercial, lorsqu'Apsis aura trouvé un locataire, il est convenu qu'il vienne présenter en détail son projet. Donc aujourd'hui, le parking reste un parking, même s'il y a des bâches qui ont été installées aussi bien côté rue Linois qu'au fond de l'impasse Keller, mais c'est plus des bâches publicitaires pour favoriser la commercialisation de ce bâtiment. Aujourd'hui, il n'y a pas de calendrier de travaux, parce qu'il n'y a pas encore d'école intéressée par ce bâtiment. Ça viendra certainement, mais ce n'est pas le cas pour l'instant. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, parce qu'effectivement, on a la conjonction de tous ces travaux et qu'il vaut mieux qu'ils s'étalent dans le temps plutôt que d'avoir tous ces chantiers importants en même temps. Et donc, on avait la question sur la restauration des étudiants. Eh bien, depuis que nous sommes installés sur la dalle Beaugrenelle, il n'y a pas de restauration à l'intérieur de nos établissements. On met des distributeurs. Alors, on essaye de mettre des distributeurs un peu écologiques. On a, pour ne pas le nommer, Picard qui est installé. Donc c'est quelque chose qui marche très bien. Et on a des distributeurs un peu de choses bio, etc., organiques, etc. Mais il n'y a pas de restaurant à l'intérieur. Je voudrais juste compléter simplement en disant que l'établissement Le Cordon Bleu, qui a été cité plusieurs fois, donc aujourd'hui dispose d'un tout petit espace restauration, mais qui va être agrandi cette année avec une centaine de places supplémentaires qui seront destinées notamment aux étudiants, pas seulement du Cordon Bleu, des écoles autour, et puis aux riverains qui sont intéressés avec des prix de repas qui sont aussi en dessous de 10 € pour les étudiants. Oui, juste un mot. C'est ce que j'ai demandé au Cordon Bleu, avec qui nous sommes en rapport. Il y aura quelques travaux d'ailleurs sur sa terrasse. Mais l'alimentation effectivement des étudiants est une préoccupation pour nous depuis que le 15e s'est transformé en arrondissement universitaire. Parce que vous ne le savez peut-être pas, mais depuis une dizaine d'années, le 15e est devenu un arrondissement universitaire, le deuxième arrondissement universitaire de Paris après le quartier latin, avec plus de 35 000 étudiants, et nous allons vers les 40 000 étudiants. Donc il y a des dizaines d'établissements d'enseignement supérieur qui se sont implantés ces 10 dernières années dans l'arrondissement, dont beaucoup sur la dalle d'ailleurs, ça attire, je ne sais pas pourquoi, mais enfin beaucoup sur la dalle du front de Seine. On peut que s'en réjouir d'ailleurs, parce que c'est important aussi d'avoir de la jeunesse et des étudiants. Ça se passe d'ailleurs de façon générale assez bien, mais nous, ça nous a contraints à mener une politique d'accompagnement de ce développement de sites universitaires. Nous avons par exemple en construction en ce moment 6 résidences universitaires, chacune de 100 places. Et nous en avons plusieurs depuis des années qui ont été construites. On construit plusieurs résidences universitaires par an pour loger. Une partie de ces étudiants, bien sûr, habitent le 15e, une moitié à peu près, mais l'autre moitié non. Donc on essaie de les loger sur place, ou le maximum en tout cas dans des résidences. Et le deuxième sujet, c'est celui que vous évoquiez, c'est celui de l'alimentation. Il n'y a pas que le logement, il y a aussi l'alimentation. Sachez que nous avons une aide alimentaire pour les étudiants qui actuellement est boulevard Lefebvre. Évidemment, ce n'est pas tout à fait dans le même secteur, mais les étudiants peuvent se déplacer quand même. Une aide alimentaire pour ceux qui n'ont pas de moyens de subsistance et qui fonctionne 2 fois par semaine. Et puis, j'ai reçu récemment le directeur du Crous pour d'ailleurs construire une nouvelle résidence universitaire sur le campus Necker. Et je lui ai proposé, justement, parce qu'il faut aussi nourrir ces étudiants, pas que dans les résidences universitaires et pas que dans les universités avec du Picard et des choses congelées, mais aussi dans des restaurants universitaires. Et nous avons donc un projet de restaurant universitaire sur le campus Necker pour accueillir tous les étudiants du CNAM, pas seulement. Il y a un restaurant pour Necker, bien sûr, mais ça c'est d'autres choses, mais pour accueillir les étudiants qui sont implantés dans le 15e. Alors, il n'est pas encore construit, hein. On est juste au balbutiement, mais enfin, c'est un projet que nous avons à réaliser. Oui, encore des questions? Les 3 dernières peut-être? Le monsieur, après madame, il n'y a pas de souci. J'ai une question pour monsieur le maire. Concernant le parking Keller, aujourd'hui, il est ouvert à tout vent, c'est-à-dire que les portes ne ferment pas. Il y a un trafic perpétuel dedans. La nuit, entre minuit et 4 heures du matin, c'est un vrai bazar.
il y a des personnes qui logent dans le parking. Vous avez signalé que vous alliez avoir rendez-vous avec le nouveau directeur du centre commercial. Est-ce que vous pourriez voir avec cette personne pour qu'il fasse en sorte que les portes de parking soient fermées en permanence, sachant qu'au-dessus du parking, nous avons des habitations et que les gens pourraient rentrer sur cette toiture végétalisée et rentrer dans les appartements avec toutes les conséquences que cela pourrait entraîner. Donc si vous pourriez passer le message, moi j'ai essayé à plusieurs reprises de contacter et de voir le directeur du centre commercial. J'ai vu la sécurité et ça ne bouge pas depuis 1 an. Depuis 1 an, les portes sont ouvertes du parking et ça rentre, ça sort. C'est un trafic sans nom. J'ai fait intervenir plusieurs fois la police, mais le problème perdure. Voilà. Merci. Allez, deux autres questions et après on répond. Madame, vous vouliez poser une question? Madame devant. Je suis étonnée d'entendre parler d'une tour de bureau avec création de balcons. C'est une question idiote, mais... Ok, et une dernière question. Balcon? Ah, dans le fond. Je reviens sur les étudiants et j'avais une question mais qui déborde la réunion de ces quartiers et d'autres pour parler de la nourriture spirituelle des étudiants des bibliothèques. Monsieur Goujon connaît mes préoccupations et il faudrait peut-être, mais je ne sais pas à quel endroit, à quel moment, poser la question d'une meilleure coordination des bibliothèques publiques déjà existantes. Je ne parle pas des bibliothèques universitaires, mais pour faire accéder ou intéresser les étudiants par d'autres choses que la musique, leur téléphone portable ou leurs propres études. Mais ça demande beaucoup, beaucoup d'efforts de la part de la mairie, mais pas seulement, mais coordination des bibliothèques, ce n'est pas simple. Et les heures d'ouverture, ce n'est pas simple non plus. Mais félicitations d'avoir maintenu des bibliothèques en état comme Vaugirard, par exemple. Alors, sur le parking, sur la fermeture du parking. Sur le parking, on va le signaler dès demain, évidemment, au directeur du centre commercial, qui, en fait, quelqu'un que vous connaissez, parce que c'est le directeur qui a été en place pendant 3 ans et qui, en fait, revient, qui reprend son poste, qui est souvent intervenu dans ce conseil de quartier. Donc, on va lui signaler dès demain. Voilà. Sur les bibliothèques, vous avez cité Vaugirard, il y a aussi André Chédid qui... Oui, sur les bibliothèques, évidemment, c'est très important. C'est pourquoi nous avons maintenu toutes nos bibliothèques sur le 15e, puisque lorsque nous avons inauguré la bibliothèque Marguerite Yourcenar, rue d'Alray, la ville de Paris a voulu fermer la bibliothèque Vaugirard. Donc il y a eu une mobilisation à l'époque, et donc nous l'avons maintenue, et elle vient d'être rénovée. Il va y avoir d'ailleurs encore des travaux, mais enfin une partie vient d'être rénovée. Nous avons aussi rénové, comme vous le savez, la bibliothèque Chédid, qui est sur le front de Seine, et qui a brûlé malheureusement il y a quelques mois, et qui a été entièrement rénovée. Maintenant, toutes les salles sont utilisables. J'y suis allé encore récemment. Et puis nous avons la bibliothèque Yourcenar. Donc c'est une très forte concentration en fait de bibliothèques dans le 15e par rapport aux autres arrondissements. Maintenant, effectivement, il faut inciter les lecteurs à y aller, ça c'est un autre sujet, mais vous avez parfaitement raison. Mais leur rénovation permet aussi qu'elles soient plus attractives. Et il y a aussi la communication aussi s'est amplifiée concernant le rayonnement de ces bibliothèques. Et sur la dernière question, peut-être, oui, Tishman, balcon bureau. Alors, on a effectivement ce qu'on appelle des brises-soleil sur le corps de la tour, des brises-soleil, qui sont en béton, qui sont extrêmement fins, et conformément à ce qu'on a décrit dans le permis de construire, en fait, on a une façade qui va être extrêmement performante d'un point de vue thermique. On a des doubles pots sur ce qu'on appelle les oreilles, et dans les renfoncements existants de la tour, on a donc construit ce qu'on appelle des brises-soleil, qui ont un rôle thermique. C'est comme, ça limite les apports solaires, si vous voulez. Donc ça permet puisqu'on ouvre les baies aussi, on a largement ouvert les baies
existante de la tour. On va avoir beaucoup de lumière naturelle qui va rentrer sur les plateaux de bureaux. Et les apports solaires sont limités par ces brises-soleil qui sont en quinconce dans les cavités existantes de la tour. Mais non, c'est des brises-soleil. Et on vous confirme que c'est bien un immeuble de bureau. Ouais. Non, mais effectivement, en fait, comme dit Emeline, tout l'enjeu, c'était... Aujourd'hui, les normes sont contradictoires. Il faut apporter de la lumière naturelle pour les gens qui travaillent, mais en même temps, il ne faut pas consommer d'énergie. Donc, en fait, ces brises-soleil sont plus plantées. Le rôle, c'était aussi de végétaliser la toiture, alors ce qu'on appelait improprement le rooftop, hein, comme dit Monsieur le maire, c'est pas un rooftop pour avoir une activité, c'est de la végétation. Mais on descend la végétation via les brises-soleil pour faire des écrans végétaux aussi. Donc c'est aussi en termes visuels pour le quartier, c'est une végétation verticale en fait. Végétalisé. Donc on va avoir tout un projet végétal assez abouti, ça va être très joli vu du haut, quoi. Bon, merci beaucoup, merci à tous. Rendez-vous mai-juin pour le prochain. Il y a